3, 2, 1. Bonjour tout le monde. À l'émission, on va parler entre autres de notre petit voyage au Vermont pour être allé voir l'Université du Boston College et l'Université du Vermont. Et aussi, on revient sur le tournoi des quatre nations qui s'est disputé pendant les All-Stars, pendant la semaine des All-Stars. Et on va un peu donner notre avis euh, à, à cet événement-là qui était la première édition. Bonne émission. Bonsoir tout le monde, bienvenue à un nouveau épisode de Dans le Mille, donc saison 3, épisode 15. Comme je l'ai dit au début, on est allé voir James Higgins en personne, c'est marqué en gros dans le titre, donc on vous parle de BC en détail tantôt. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je voulais juste remercier nos deux partenaires, PerfoElite.com. Donc PerfoElite.com, c'est quoi? C'est une équipe de coach accessible à tous pour des entraînements hors glace ou sur glace. Allez voir ça, perfoelite.com. Parents ou entraîneurs d'équipe, c'est vraiment incroyable que ce soit de l'entraînement sur glace ou hors glace. Donc, ça veut dire mental ou bien physique. Allez, regardez ça. Sinon, comme d'habitude, DLM30 sur eliteprospect.com. Eliteprospect.com, c'est le site de statistiques dans le monde du hockey le plus complet, accessible à tous, gratuit. Et puis avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais sur Elite Prospect Premium, l'abonnement de 1 an. Et puis Elite Prospect Premium, ça permet de comparer des joueurs, voir les game logs complets de tous les joueurs. Et puis ça donne accès à EP Ringside, donc des articles vraiment complets. S'il y en a qui regardent les vidéos de David Saint-Louis, ces articles sont là, donc vraiment des beaux perks à avoir. Puis avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais. Sur ça, comment ça va ce soir, Jules? Ça va super. Je me remets de mon décalage horaire du Vermont. Ouais, c'est Puis ça, c'était rough, hein? c'est très difficile. Ben Mais écoute, non, ça fait bizarre, on dirait, de revoir des matchs de la Ligue nationale à l'horaire. On dirait que je suis comme complètement déréglé, là. Je sais pas toi, mais c'est comme je sais pas, on dirait que la saison recommence. Puis il y a tellement eu une intensité pour les quatre nations que c'est comme si là, ça faisait comme weird d'avoir des matchs avec Kristen Dvorak. ouais, Mais puis il y a des joueurs à qui ça a fait du bien aussi, hein. Parlons-en à Slav, là, qui est revenu justement comme si c'était un ouais. nouveau début de saison. Ben, heureusement, malheureusement, on n'était pas là. Euh, On n'était pas là ben, on n'a pas vu le match en Ouais. live là, du Canadien, donc c'est pas mal juste des commentaires extérieurs. Euh, mais bon, c'est encourageant. Je veux dire, clairement, il avait l'air de plus bouger ses pieds, il avait l'air d'être plus impliqué. Puis un des trucs qu'on pourrait lui demander de plus faire, c'est juste d'être plus actif, d'avoir plus un impact. Puis tu sais, pour finir sur ça un peu, c'est juste. Je suis content de voir ça parce que Slav, on s'entend que c'est pas. Moi, je pense qu'il y a des gens qui le voyaient comme un Rantanen, peut-être. Je pense que c'est quand même. La marche est très haute là, pour atteindre Rantanen, là, qui est comme peut-être le meilleur power forward de la ligue. Pas depuis qu'il a été changé, par exemple, mais tu sais, en général, euh, faut pas que ça soit nécessairement un générationnel parce que c'est un premier overall, là. Sinon on se déçu la majorité du temps. Mais c'est juste, il faut que ce soit un joueur qui a un impact sur la game puis un impact dans l'équipe. Puis bon, il avait l'air de l'avoir un peu plus samedi. Ben oui, puis comme tu dis, de toute façon, c'est pas comme si dans ce repêchage-là, il y a un autre joueur qui en ce moment a l'air générationnel. Il y en a qui jouent bien, mais c'est juste un repêchage sans talent générationnel. Donc, on dirait pour le moment en tout cas. Là, donc, qu'est-ce que tu veux? On est tombé là-dessus. Tu sais, parlant, on va parler aussi un peu après du repêchage d'après. On va vous parler de Reinbacker, ses premiers matchs. Mais avant ça, je voulais juste faire un petit détour dans le monde du hockey féminin parce que, tu sais, vous savez, à chaque semaine, on aime ça vous donner des petites nouvelles. On aime ça vous donner du hockey que vous pouvez regarder soit pour gratuit, soit pour pas cher. Un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde du hockey. On vous avait parlé des jeux universitaires qui s'étaient passés, voilà, je pense, 3 semaines. Et puis là, écoutez, je voulais en parler parce que deux choses qui ont été intéressantes. Donc, du côté professionnel de la LPHF, il y a Kellyanne Nadeau, une nouvelle Québécoise qui s'est ajoutée à l'équipe de la Victoire. Ça, c'est intéressant parce que c'était une de mes joueuses coup de cœur chez les Carabins l'année dernière. Donc, en fait, même pas juste chez les Carabins, dans tout le U-Sport féminin. Ça a été une des joueuses qui n'a pas été repêchée, pas comme Fecto, qui elle a été repêchée, mais une des joueuses qui a été signée comme réserviste pour la Victoire de Montréal. Donc, tu sais, tout le monde était vraiment
comptait vraiment pour elle. C'était une belle histoire pour que finalement elle joue. Puis là, elle a joué ses 2 premiers matchs avec la victoire. Donc, à regarder pour le prochain match de la victoire. Garder un œil sur Kellyanne Nadeau qui fait ses débuts dans la LPHF. Et puis sinon, de l'autre côté de la LPHF, écoutez, à chaque année, on a une histoire comme ça, mais je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus parce qu'il y a, encore une fois, 3 semaines, je pense, dans le même épisode auquel je faisais référence avant, on avait fait justement un petit épisode sur comment est-ce que la saison de la LPHF se passait, qui est-ce qu'on pensait qui était dans les power standing. Puis quand on a fait cet épisode-là, Toronto était dernier dans la ligue. Maintenant, on regarde ça 3 semaines plus tard. Encore, on n'arrête pas de parler à quel point la ligue a une excellente parité. Ben, écoutez, on vous ment pas, c'est de la vérité. Toronto vient de gagner leurs 6 derniers matchs. Donc, tu sais, justement, en même pas un mois, la saison puis la playoff picture vient de complètement, tu sais, être chamboulée, changée complètement. Puis c'est ça qui est extrêmement le fun en LPHF. C'est ça qui fait beaucoup de l'attrait de la ligue. Puis c'est super cool d'avoir encore une autre saison. Tu sais, Toronto, ça se répète. La saison dernière, c'était la même histoire. Et puis sinon, d'un côté plus pas amateur, mais moins haut que le pro. Du côté du hockey féminin universitaire, c'est bientôt les séries de la RSEQ qui commencent, puis après ça, euh, ça va être les championnats nationaux. Donc, tu sais, je vous le mentionne parce que, de un, si vous avez une des équipes qui joue proche de chez vous, les matchs sont vraiment, vraiment pas chers, tout le temps autour de 10 $, il me semble. Et puis sinon, beaucoup, 3 des 4 équipes, il me semble, les diffusent en ligne gratuitement. Donc, vous avez du hockey de haut niveau. On a des joueurs de U-Sport qui jouaient en U-Sport l'année dernière, qui ont fait la transition à LPHF cette saison. Donc, tu sais, c'est vraiment le niveau, un des niveaux disponibles en dessous de la LPHF qui sont en série. Puis, cette saison, malheureusement, il y a juste eu 4 équipes dans la RSEQ. Donc, tu as Concordia, Bishop, Montréal, McGill. Mais le niveau était très serré. Donc, tu sais, je parle juste dans les 2 dernières semaines, les Carabins qui sont troisième sur le classement ont battu les premières Concordia, leur première défaite, je pense, en 1 an et demi environ. Donc, tu sais, gardez l'œil là-dessus, ça va être des séries serrées, puis c'est pas parce que, tu sais, le classement, Concordia est vraiment loin en avance, là, mais tu sais, c'est pas comme l'année dernière. Ils ont perdu un match, puis ça va être pas mal plus serré que la saison dernière, les séries, je pense. À chaque fois, c'est du hockey intense. L'année dernière, on a eu les Carabins et Bishop, que ça s'est rendu jusqu'en troisième overtime, il me semble. Donc, vraiment du hockey de super haut niveau. Gardez l'œil là-dessus. Et puis, pour finir, je voulais juste féliciter notre ancienne invitée de Sur la bande et de Dans le Mille, Émilie Lecier, qui a remporté le prix de la joueuse la plus importante tout court dans tout le hockey RSEQ féminin. Donc, félicitations à Émilie Lecier. C'était Santal l'année dernière, maintenant c'est Lecier. Donc, on lui souhaite du succès pour la saison prochaine aussi. Bon. OK, j'ai figé, mais ben oui, félicitations, Émilie. Ben écoute, je pense qu'on peut se lancer dans Rainbacker maintenant, tu sais, pour revenir un petit peu plus. Ben, en fait, je dis Ouais. pour revenir un peu plus proche de Montréal, mais Émilie Lecier joue à Montréal aussi. Euh, pour revenir plus vers le hockey des Canadiens, alors, je veux dire, mettre ça comme ça. Rainbacker qui a été blessé justement au début de la saison. Il était supposé commencer la saison. En fait, on ne sait pas si c'était avec Laval ou avec le Canadien, mais bref, dans la pré-saison, il y a eu une blessure qu'on pensait qu'il allait potentiellement peut-être, beaucoup de mots pour dire en gros peut-être, finir sa saison. Finalement, la bonne nouvelle, le positif dans le négatif, c'est qu'il peut revenir puis il va pouvoir jouer à, autour de 10-15 matchs, un peu comme la saison dernière, dans les rangs pro nord-américains. Donc pour le moment, c'est avec le Rocket. Ils ont dit que c'était un stade de réhabilitation avec le Rocket. Donc est-ce que le plan du Canadien après ça, c'est de le rappeler, faire jouer quelques matchs en LNH cette saison ou bien le laisser avec le Rocket pour le restant de la saison? Un truc dans ma tête qui est sûr, c'est qu'ils vont le renvoyer avec le Rocket pour les séries de la AHL, mais est-ce qu'il va jouer un petit peu de match à Montréal? À voir. Mais écoute, Jules, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ces 2 premiers matchs à Laval? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est difficile à évaluer parce que je veux dire, il revient après tout ce temps-là, puis c'est pas une Mhm. blessure qui a aucun impact sur le jeu, là. Je veux dire, un genou, ça a un impact, ça peut avoir un impact aussi de la manière que c'est les blessés, sur la confiance du joueur, sur peut-être ça peut créer de la peur. Mhm. Tu sais, c'était aussi ça l'argument qui me laissait croire que Dak, il y avait peut-être plus en lui, puis pourquoi depuis le début de la saison, je voulais lui laisser le temps de revenir pour pas trop le juger. Ryan Backer, c'est un peu la même chose. Et lui, bon, depuis 2 ans, c'est des problèmes de genoux qu'il a, là, mais puis là, je dis ça, puis il y a pas quand il patine, il n'y a pas de problème de Ouais, genoux, ouais. là. Mais c'est juste dans le sens que ça peut venir avoir un impact plus grand que juste il a mal au genou. Euh,
c'est sûr que le premier match, c'est ça. Genre, on va quand même passer vite par-dessus. Là, je pense que c'était juste voir qu'il n'avait pas perdu la vitesse. Il n'avait pas perdu euh, tu sais, le jeu intelligent qu'il a de base. Je pense que c'était plus il y a eu beaucoup de critiques parce qu'il a fini le match à, je pense, -3. Et je vais le dire, moi, je trouve que c'était vraiment malchanceux, là, dont un but, mettons, là, il se couche par terre, il intercepte la passe, mais c'est en se relevant que c'est comme s'il la Mm. redistribue au joueur. Et là, le joueur a un but, un filet désert. Donc, c'était comme, il a fait le bon jeu, puis ça a comme fini qu'il l'a redonné à l'adversaire, alors que, tu sais, on s'entend que c'est pas ça qui arrive d'habitude, là. Euh, donc, c'est ça. Je pense que pour la première game, j'étais juste content de voir que la vitesse, c'est surtout ça, c'était que la vitesse était pas trop grande pour lui. On s'entend que Ryan Baker, je pense il a eu beaucoup d'implications avec le staff du Canadien de Montréal pendant qu'il était blessé. Il était beaucoup dans les rencontres de recruteurs, dans les rencontres de coaching, dans les rencontres de joueurs de développement, d'équipes de développement. Mhm. Donc, il baignait dans le hockey pareil, il voyait comment ça fonctionnait dans l'organisation. Donc, c'était du temps perdu sur la glace, mais ils ont trouvé la manière de le rentabiliser hors glace. Pour le deuxième match, là, c'est sûr que c'était déjà vraiment mieux, là. Puis, tu sais, Pascal Vincent, il avait dit, même au premier match, que c'était son meilleur défenseur pour la moitié du match. Puis au deuxième match, c'était juste comme bâtir là-dessus. Euh, tu sais, j'ai pas tant plus à dire dans le sens que Ryan Backer, c'est Ryan Backer. Tu sais, c'est pas le joueur qui, qui vient réveiller la foule, comme peut-être un certain joueur qu'on va parler dans quelques minutes de Boston College. C'est pas un joueur qui a des skills offensifs comme un Mitchkov, mais des lacunes défensives. Donc, qui viennent créer justement le petit déchirement de certaines équipes. Tu sais, Brian Baker, c'est vraiment le joueur stable qui a peut-être une offensive un peu meilleure que Goulet, mais qui peut jouer justement là. Je pense que le 22 à 25 minutes, c'est vraiment très légitime de penser que Ryan Baker Mhm. pourra faire ça de soir après soir dans la Ligue nationale. Puis tu sais, tu le dis, il va sûrement avoir un test dans la Ligue nationale cette saison. Je pense que le but pour tu sais, il est encore jeune, mais le but, c'est de le faire quand même monter vite parce qu'un choix cinquième overall, faut pas qu'il reste trop longtemps en bas. Tu sais, on peut regarder des Nemeth, des Jirichek qui ont juste comme jamais eu soit la confiance de l'organisation pour complètement jouer en haut, ou ça vient aussi de leur côté, là, mais c'est vraiment ça qu'on veut éviter. Puis je pense que Backer, c'est comme un peu ça qu'on est en train de faire, là. Donc, de bien le bâtir à monter la AHL. Puis je pense que l'année prochaine, ça va être juste même pas y toucher à la AHL. Puis aussi, c'est sûr qu'en regardant la profondeur du Canadien, je veux dire, un défenseur droitier qui peut gruger des grosses minutes comme ça va vraiment être nécessaire. C'est ça, je pense, c'est juste. Moi, il n'y a rien qui est en fait d'inquiétant, là. C'est Non. plus. Puis J'ai tout juste ça. hâte de voir à quel point il est capable de créer plus. Parce que là, on dirait qu'il est encore gêné, tu sais, il est encore un Mm. peu Mais ça, dans sa coquille, là. tu sais, honnêtement, là, il aurait pu arriver, à mon avis, puis comme tu dis, il y a des aspects, mettons, s'il était arrivé, puis quand il skatait, on avait l'impression que la forme aurait changé, peut-être qu'on aurait fait « Oh boy », peut-être que la blessure était plus grave, là, C'est mais dans ça. le sens, en enlevant cet aspect-là, moi, pour moi, là, personnellement, ça rentre un peu à ce qu'on disait la saison dernière, quand il a fait ses débuts en AHL, il aurait pu arriver, puis au pire, tu sais, faire trois mauvais revirements qui donnent des buts, puis euh, on aurait, ça aurait pas servi à grand chose de le juger là-dessus. Dans le sens, maintenant, c'est le fun que ça soit pas arrivé. Tu sais, bon, il y a des gens qui vont dire le -3 le premier match, c'est pas bon signe, mais tu sais, honnêtement, tu l'as dit, il y a un de ses buts. Le coach a dit que ça avait été un super bon joueur pour la moitié du match. Tu sais, il a été solide, là, tu sais, ce -3 là. Puis, tu sais, c'est ça, veut pas aussi avec le Rocket cette saison, là, c'est qu'il y a des matchs où il joue super bien organisé, mais il y a des matchs où reste, soit à cause des blessures, soit à cause des jeunes qui se font monter en haut, bien juste parce que c'est une équipe de la AHL, puis que ça bouge beaucoup. Il y a des matchs qui sont un peu désorganisés, puis aussi en enlevant l'aspect Rainbacker, il est arrivé dans un match où justement le Rocket c'était un petit peu plus difficile. Tu sais, on les a vus prendre beaucoup de buts, puis après ça en marquer beaucoup, là. Bref, pour dire que c'était pas le match le plus facile dans lequel s'insérer. Mais c'est tout ça pour dire, Rainbacker, même s'il avait fait un début désastreux, il avait fait un horrible match où justement les trois buts auraient été de sa faute. Je pense pas que ça, ça aurait représenté le joueur qui est. Puis
Un peu comme on disait la saison dernière, quand il est arrivé dans le Rocket pour les derniers matchs, pour les 10 matchs environ qu'il a joué à la fin de la saison, c'était juste cool euh, qu'il ait pas l'air hors de sa place. Tu sais, il a l'air de vraiment. Il suit le niveau de jeu. Il n'y a pas de grosses parties de son jeu que tu te dis, hey, wow, faut que ça se règle vraiment avant qu'il puisse monter au prochain niveau. C'est juste que, comme tu dis, il y a des petits aspects du jeu qu'il n'y a pas encore. Mais je pense que c'est n'importe quel joueur, défenseur. Tu sais, prends Lev Shunov qui a fait ses débuts en HL au début de la saison. En ce moment, Lev Shunov, ça va super bien. Mais moi, je me Ouais. souviens, pendant 3 mois, là, je pense, octobre, novembre, décembre, là, je voyais les fans de Chicago qui paniquaient en mettant des clips. En fait, les fans, je ne veux pas généraliser, mais certains fans de Chicago qui paniquaient en mettant des clips de Lev Shunov qui fait, admettons, une passe stupide ou bien qui essaye de tout faire l'attaque tout seul. Puis maintenant, regarde-le. Tu sais, donc, je pense que n'importe quel défenseur, à moins que ce soit genre un Kel McCarr, qui rate 6 mois environ de hockey, tu le réinsères dedans, tu sais, c'est sûr qu'il va avoir des petits trucs, qu'il va pas avoir ce petit flair-là offensif de prendre tout le temps les bonnes décisions dès son retour, là. Donc, c'est vraiment Ouais. pas inquiétant à mon avis parce que c'est un joueur que ça passe, il l'a. On le sait que tu sais, physiquement, il est capable de faire des super belles passes. Puis, il a quand même une belle mobilité pour un joueur de sa taille. Donc, tu sais, à mon avis, l'offensive, un peu comme Caden Goulet, là, tu sais, que quand on compare l'offense qu'il a amené à sa première saison versus sa deuxième saison, tu sais, ça s'améliore avec le temps, là. Tu sais, je pense que Rainbacker, son potentiel offensif est plus haut que Goulet. Sans être le plus haut au monde, là, tu sais, il va être plus haut que Goulet, mais c'est normal que ça prenne un petit peu de temps avant que ça clique, là. Ouais, puis il y a 20 ans, tu sais, fait C'est que ça. l'année prochaine, ça va être un défenseur de 21 ans qui va rentrer dans la Ligue nationale, peut-être avec des attentes plus élevées parce que l'équipe en général va avoir des attentes plus élevées. Puis Mhm. tu sais, c'est quelque chose qu'on se demande depuis souvent, là, puis c'est encore quelque chose qui est peut-être un point d'interrogation de son bord, c'est est-ce qu'il est capable de la prendre, cette pression-là? Tu sais, moi, quand je dis que je le trouve timide, c'est pas que je trouve qu'il va pas à fond, mais c'est plus offensivement que je trouve que des fois, on dirait que je me dis, hey, fais-toi confiance, genre. On dirait que, tu sais, en Suisse, il se faisait complètement confiance. En tout cas, ça, j'ai hâte de voir. Tu sais, c'est quand même, il y a eu peut-être une rentrée rough là, dans l'organisation du Canadien. On s'entend qu'il y a eu beaucoup de réactions. Puis c'est peut-être pas le joueur ou la personne, en fait, ça n'a aucun rapport avec le joueur. C'est peut-être pas une personne qui, de base, a, a l'étoffe pour prendre cette pression-là. Tu sais, on pense à mettons, un Fowler là, qu'on a vu en fin de semaine ou un Demidov, qui sont des gars qui, d'un, surperforment leur rang de sélection, mais Mhm. surperforment contre les gens de leur âge et contre même les gens plus vieux, et ont l'espèce de besoin de pression, ont besoin de jouer des matchs à quelque part qui veulent dire quelque chose, que, sur la glace, c'est pas juste la petite activité du soir. Là, tu sais, fait que est-ce que Randbacker, tu sais, c'est ça. Moi, c'est ça ma question, un peu de savoir à Mais quel point, s'il est capable d'avoir confiance en lui, puis que l'équipe lui donne tu sais, drapeau vert, puis ah ouais, fais fais ce que tu veux, tu sais, Mais dans en les même temps, limites de qu'est-ce que tu es capable. Moi ça va être une sélection réussie. Là. moi, non, c'est sûr. C'est sûr. Non, écoute, s'il fait, comme tu disais, un défenseur droit qui joue 23 minutes par soir, peu importe tu sais, s'il il atteint son plafond offensif ou non, tant qu'il frappe et qu'il joue autant de temps que ça, c'est bon. Là, le cinquième choix est réussi, le gamble de Kent Hughes est réussi. Mais tu sais, pour là-dessus aussi, je trouve que, oui, je pense qu'il y a des joueurs qui ont l'air d'avoir plus le DNA dans leur tu sais, pas le DNA, la compétition dans leur ADN. Je me suis mélangé entre les deux. Mais c'est quand même, faut quand même souligner le fait que, tu sais, Rainbacker, il y a cette image-là parce que aussi la situation dans laquelle il a été mis était vraiment particulière. Tu sais, dans le sens, Fowler, oui, est compétitif, mais tu sais, quand on l'a repêché, là, il y a personne qui est allé sur ses réseaux sociaux dire, hey, on veut pas de toi, nous, on voulait tel autre Ouais, joueur. mauvais choix. C'est ça. Alors que Rainbacker, tu sais, ça a vraiment été particulier. Tu sais, donc, je sais pas, tu sais, comme tu disais sur la glace, en Suisse, il se faisait confiance. Donc, tu sais, peut-être que c'est vraiment juste une très, très mauvaise situation qui l'a rendu un petit peu shaky pour le début, mais que, tu sais, en tant que tel, en tant que personne, tu sais, parce que nous, on le connaît pas, c'est pas notre ami pour le moment. Ouais. Mais, tu sais, peut-être qu'il est super confiant dans la vie. C'est juste, je pense, n'importe quel recrue, honnêtement, qui a été mis dans cette situation-là, il y aurait eu
sais, quelque chose qui se passe. Là, à la fin de la journée, ça reste juste des gars de 17-18 ans. Là. Ouais, c'est ça. Mais je pense juste que c'était peut-être encore, justement, ça a mal tombé. Tu sais, je pense qu'un gars comme Slav ou tu sais, il aurait peut-être mieux pris ces commentaires-là ou était capable de mieux mentalement les tasser. Tu sais, je me rappelle même avant le repêchage, je me rappelle un journaliste avait demandé à Aaron Barker, tu sais, pourquoi tu devrais être le premier défenseur repêché, puis il avait comme un peu répondu comme ah ben je sais pas, tu sais, c'est l'équipe même, il me repêche. Tu sais, c'est juste comme de base, on dirait que c'est un gars qui est très low-key, c'est un gars qui est très comme humble, peut-être un peu trop. Donc c'est juste une petite crainte, là, je suis pas en train de dire que Ryan Baker manque de confiance, c'est juste, tu sais, ça a mal commencé en plus avec tout le bashing qu'il a eu. Euh, Fait que bon, j'ai hâte de voir les prochains matchs, puis je trouve que c'est bien fait de ne pas le faire jouer tout de suite les 5 matchs en une semaine, là, tu sais, de tranquillement le remettre dans l'alignement comme ça. Tu réduis les risques qu'il fasse une bourde, puis que là, il y ait vraiment plus de confiance du tout, là. Puis, Euh, ouais, mais écoute, à moins qu'il y ait d'autres gros trucs sur Ryan Baker, là, moi je dis, non. tant qu'à rester sur un espoir du Canadien, ça te tente-tu de montrer aux gens Ouais, notre allons-y, entrevue avec Jacob Fowler? pour la fin. À la fin, c'est ça, le suspense. Mais c'est ça, écoute, comme je le dis au début de l'épisode, on était au Vermont en fin de semaine avec le Étienne du Blue Chip Podcast et Simon de Briser la glace podcast. Donc, tu sais, je tiens aussi, je voulais le dire au début, mais ça m'est sorti de la tête. Mais pour ceux qui écoutent en ce moment, on a un podcast aussi qui arrive avec ces deux-là sur la chaîne de Briser la glace. Ça va être super bon. Mais tout ça pour dire, on était au Vermont. Donc, non seulement est-ce qu'on a vu les joueurs de BC jouer, mais en plus, j'avais demandé pour qu'on soit accrédité média et puis grâce à ça, on a eu un accès après le match de samedi à Jacob Fowler. Donc, ouais, c'est ça, j'ai Ouais, même la preuve pour ceux qui me je croient voulais pas. montrer je voulais montrer le sur le band, mais Sur le banc, ouais, c'est ça. On a sur changé le de nom de band. podcast à cause de l'Université de Vermont. Mais c'est ça, Fowler nous a dit sur le banc, mon podcast préféré. Oui, Mais je l'écoute tous les semaines. toute la semaine. Toute Euh, Mais c'est ça, tout ça pour dire que samedi, on a pu justement parler à Jacob Fowler après le match. Et donc, on a réalisé une petite interview avec lui. Donc, non seulement est-ce qu'on va analyser ces deux matchs de lui et tout le reste de BC, mais en plus, on a un petit clip à vous montrer. Jules, est-ce qu'on le lance? Ben, vas-y, lance-le. Allons-y. Playing back to back is not something we see in the pros. Is that something that you like to build on the last game and to be able to come back the night after or even the afternoon? It's nice. You don't get to play a lot of games in college, so to get a back to back, it's nice to just get back after and play another game. So can't take one for granted. We know Montreal may be drafting high again this year. We have someone in the locker room that you know quite well that maybe is going to fall in the laps of Montreal. What can you say about him, James Hagan? I'm talking here. He's a special player. He's a good friend of mine. Does the right things on and off the ice, and you can see why he's one of the top players in the country. So I'd love to be a teammate with him again and join it now. All right. Thank you, Jacob. And congratulations on the... Fait que Donc, toi, merci Jules, Renaud d'avoir mis la cerise sur le Sunday à la fin, d'avoir coupé juste après. Là, tu tu sais. l'as mis tout Fallait seul. Est-ce vraiment que pas toi, couper t'aimes une ça? seconde avant. Est-ce que t'aimes ça, come back the night or the afternoon after? Qu'est-ce que tu veux qu'on commence par analyser ses réponses ou bien ton anglais? Ben, moi, je pense que mon anglais, il est proche d'être franchise. Tu peux. Donc, c'était comme, tu sais, c'est comment tu peux trouver des failles à un Macklin Celebrini, comment tu peux trouver des failles à mon anglais, c'est vraiment la même question. C'est ça. Puis là, Euh, il y en a aussi qui ont peut-être vu les interviews de QM18. Là, là en ce moment, j'utilise les interviews pour rire un petit peu de Jules, mais ceux qui ont vu les deux interviews de QM18 que j'ai fait en anglais, j'ai rien à dire non plus. Là, fait que... mais tu sais, l'important, c'est qu'il a compris nos questions. Euh, c'est juste déjà là. Puis, je pense que justement, ça rendait ça, je sais pas, ça rendait ça convivial. Mais tu sais, de toute façon, Fowler, c'est un gars qui est tellement, Ouais. il est juste, je sais pas comment je pourrais le décrire autre que, on dirait juste tu sais, en anglais on dit guy next door, là, c'est comme le voisin, là, tu sais, c'est comme, Mhm. il est super chill, c'est vraiment pas le stéréotype du joueur de hockey qui est hyper serré puis qui donne des réponses de 2 mots, là. Mais pour revenir en fait, pour les gens qui peut-être parlent pas anglais ou moins anglais, donc
je l'ai juste demandé en premier si jouer tu sais, un soir et celui du lendemain directement, parce que dans la NCAA, c'est vendredi, samedi, à chaque semaine qu'il y a les matchs. Donc, pendant une semaine, tu joues pas, mais ensuite, tu joues 2 soirs de suite. Et donc, on sait que c'est quelque chose qui est très rare dans la Ligue nationale. On l'a vu quelques fois avec Montembeault cette saison, 1 ou 2 fois, mais sinon, il n'y a aucun gardien de but qui fait ça. Et en gros, ce qu'il disait, c'est que oui, il aime ça. Tu sais, il n'a pas donné énormément de détails. Je pense qu'il sait que c'est pas quelque chose qu'il va voir beaucoup dans le pro, mais que ça lui permet de peaufiner. Puis de ressortir avec les 2 victoires puis d'avoir plus de contrôle sur le match. Sinon, je vais aussi demander un peu son avis sur James Higgins. Euh, Puis bon, ben c'est ça, tu sais, c'est un joueur avec qui il joue depuis un an. C'est sûr que c'est un gars qui connaît un peu plus parce qu'il avait fait le camp de l'équipe américaine il y a Mhm. 2 ans avec. Donc, tu sais, on sait que le hockey, c'est un petit monde, là, surtout les joueurs de la même tranche d'âge. Ils se connaissent bien. Mais donc, c'est sûr que lui, ça lui ferait plaisir de voir le Canadien repêcher James Higgins. C'est un gars qui fait les bonnes choses à l'extérieur et sur la glace. Si on peut en témoigner, là, de sur la glace, il fait les bonnes choses. Fait que je pense que, regarde, est-ce qu'on se lance dans Higgins tant qu'à parler de Ben, lui, là? ben, avant de se lancer dans Higgins, je suis d'accord avec ton idée de transition, mais on peut juste parler des matchs Venir Fowler. de Fowler avant ça, Ouais, c'est ouais. ça. Moi, je trouve que, écoute, à la fin de la journée aussi, c'est un gardien de but. Il y a une raison pourquoi est-ce que les gardiens de but, moi, sur ma liste de la GMQ, par exemple, je les classe pas. Je peux rien vous dire de ultra technique sur Fowler. Ce que je peux vous dire, c'est que je trouve qu'on est tombé sur vraiment une bonne fin de semaine, même si vendredi soir, on n'était pas sûr qu'on était tombé sur une fin de semaine. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vendredi, la game, elle a été difficile à Fowler. Ça lui a pris peut-être une période et demie vraiment à rentrer dans la game. On l'a vu, tu sais, c'est sûr que ses 2 premiers buts, c'était sur l'avantage numérique du Vermont. Il n'y a aucun but à part son troisième où tu peux dire, hey, ça c'est vraiment de sa faute. Là. Tu sais, il y a un des premiers buts où c'était vraiment un top corner parfaitement placé. Mais reste que James Higgins, qui le différencie des. Pas James Higgins, Jacob Fowler, ce qui le différencie des autres gardiens de but, c'est que justement, c'est le type de gardien qui va aller faire les gros arrêts dans ces moments clés-là. Puis pour la première et la deuxième période au Vermont, surtout sur son troisième but en deuxième période, c'était pas ça qu'on a vu. Pendant la troisième période du premier match, il a réussi à vraiment lock-in, faire des gros arrêts, même si c'était vraiment une domination de BC. Il a réussi à quand même, justement, tu sais, le match était ultra serré. Ça a fini 5-3 pour BC, mais avec un filet désert. Là. Donc, tu sais, une autre erreur de Fowler aurait pu complètement changer la game. Mais là, moi, ce qui me fait dire justement, hey, ce gars-là, il a le mental pour être un prochain premier gardien à LNH, puis juste un gardien à LNH, c'était vraiment sa performance du lendemain parce que il s'est pas laissé démoraliser par le match de vendredi qui a été difficile. Il a pas regardé, admettons, son erreur en boucle dans la chambre d'hôtel ce soir-là, puis s'est dit, ah, c'est quoi ça, je suis pas ça. Il est arrivé le lendemain, puis il était, écoutez, locked in, il était parfait. C'est dommage que son blanchage ait été ruiné à la fin à cause d'un avantage numérique du Vermont. Ah, écoute, avantage numérique. C'est le plus grand ennemi de Fowler cette fin de semaine. Mais tu sais, c'est ça. Si ça n'avait pas été de ce petit but-là en avantage numérique de l'Université du Vermont, il était pour un banchage, puis il a été locked in. Il a fait des super belles arrêts. Il est vraiment arrivé comme si c'était un nouveau match, un nouveau jour, puis avec une force mentale superbe. J'adore voir ça. Puis comme je vous dis, je peux pas vous parler de sa technique, de comment est-ce qu'il se déplace, tout ça, mais je peux vous dire que mentalement, ça démontre une belle force. Puis tu sais, aussi, ça démontre, il prouve à ses coachs pourquoi est-ce que justement, hey, si j'ai un mauvais match le vendredi, c'est une raison de plus pour me faire jouer samedi, pas une raison pour m'enlever puis laisser le backup avoir le match samedi. Ben, moi, les petites notes que je m'étais pris sur Fowler, c'est un peu comme toi, là, tu sais, difficile le vendredi. Le contrôle des rondelles était plus difficile, mais il a vraiment su fermer la porte quand ça comptait. Quand le match a commencé à être serré parce que le Vermont remontait, en troisième période, il n'y a plus rien qui rentrait. Donc, c'était vraiment juste comme qu'un goaler chez les pros, tu veux. Il faut juste que t'arrêtes le dernier. Faut que Mhm. tu t'en laisses rentrer 6, faut que tu t'arrêtes le septième, C'est puis ça. que ton équipe puisse gagner 7-6. Le samedi soir, par contre, Fowler, c'était vraiment plus un mur, là. On voyait vraiment le potentiel, qu'est-ce que les gens disent de pourquoi ça pourrait être vraiment le prochain gardien numéro un. Sa lecture du jeu était vraiment mieux, là. C'est un goaler quand même qui est très. Qui est beaucoup plus impliqué, on dirait, dans la game en général. Juste, des fois, je regardais des possessions offensives du Vermont, puis il est vraiment très, Ouais. très, très en train de scanner en tout temps. Et ça
lecture-là faisait que les tirs le trouvaient tout le temps. Même si des fois c'était des déviations, à cause qu'il avait bien lu le jeu, ou à cause que justement il était bien positionné, même s'il y avait une déviation, une passe de dernière minute, il était jamais dans le trouble. Puis lorsqu'il mobilisait pas la rondelle, il trouvait la façon de dévier les rondelles, soit dans le filet protecteur ou dans les coins, loin des adversaires. Donc ça rendait ça vraiment facile pour sa défense et l'attaque de BC de repartir avec ou en tout cas de d'éteindre un peu le feu, là. Tu sais, comme tu dis, Renaud, on n'a pas les skills ou tu sais, on n'est pas dans le monde des goalers. Donc, on n'est Ouais. pas vraiment bon pour tout ce qui est les mots techniques. Mais juste de ce que j'ai pu voir, c'est ça. C'est en gros, tu sais, il faisait pas de rebond dans des zones dangereuses. Tu sais, c'est tout ce qu'une défense peut demander, là, un gardien qui va faire que le tir, que si le joueur adverse décide de tirer, ben ça va éteindre l'attaque. Donc c'est comme un peu, ça devient que le défenseur a juste à empêcher l'attaquant de rentrer dans des zones trop privilégiées et de se promener un peu trop librement. Ça libère énormément de poids sur leurs épaules. Euh, donc c'est ça, je pense que tu sais, c'est aussi là l'importance de pas regarder juste un match d'un joueur Ouais. puis de dire j'ai vu un match puis il était de même fait que tu sais, il est nul. Non, c'est parce que si tu regardais le match du vendredi, tu te demandes quasiment si Fowler ou en tout cas au début tu te demandes si Fowler il est repêché, tu sais, alors que si tu regardes les deux euh, Ouais, tu vois le vrai joueur, là. tu vois le vrai joueur là avec une très bonne moyenne d'arrêt. Ouais. Euh, Puis écoute, on peut sauter sur ton idée de transition, justement, comme ouais, tu vas-y. as parlé. Dans l'interview de Fowler, on lui demande tu sais, qu'est-ce qu'il pense de James Higgins. Bon, c'est sûr, c'est la réponse. Il n'allait pas nous dire c'est le pire joueur, là, parce que aussi, ça serait pas vrai, mais c'est sûr que c'est pas lui qui va nous dire ça. Mais tu sais, il disait qu'il aimerait bien être coéquipier. Puis là, tu sais, on est un peu dans une période. Dans une année intéressante, ça va être curieux de voir où est-ce que le choix du Canadien va être. Est-ce que justement on pourrait par surprise se retrouver avec un James Higgins? Fait que, écoute, parlons-en de James Higgins. Moi, Ouais, attends euh, une seconde, juste dire là, Simon il dit qu'il est arrivé en retard, mais il arrive au moment là c'est ça. qu'on parle du meat, de la viande du podcast. C'est ça, la viande du podcast, comme chaque semaine. Fait Parce que, que Simon, si on dit n'importe comment quoi, on tu nous le appelle ça? diras. Ouais, comment on dit ça, là, tu sais, c'est fashionably late, là, c'est C'est ça. T'as pile au bon moment. pile Euh, au bon moment. mais c'est ça, écoute, James Higgins, parlons-en. Déjà, J- J- James Higgins, moi, une chose qui est, c'est drôle dans nos analyses, on finit par la projection puis tout ça, mais là, pour cette fois, je vais commencer. Moi, une chose qui est sûre, après l'avoir vu jouer cette fin de semaine, c'est que ça a confirmé dans ma tête que pour moi, James Higgins, je pense pas que c'est un choix de top 3 au repêchage. Maintenant, James Higgins, il y a plein de choses qu'il fait bien. Puis, je pense pas qu'après avoir vu les games cette fin de semaine, tu peux te dire, hey, je comprends aucunement le hype. Ce gars-là devrait même pas être dans le top 10. Bon, la game de vendredi a été plus difficile, mais tu sais, moi, je parle vraiment du produit global. Quand tu as vu tous ces deux matchs, moi, dans ma tête, ça reste clair que justement, c'est un haut talent pour le repêchage. C'est juste peut-être moins que ce qu'on pensait. En fait, pas peut-être moins que ce qu'on pensait au début de la saison. Tu sais, je parle de qu'est-ce que je trouve que James Higgins fait super bien. Euh, le skating de James Higgins, ce serait difficile de le critiquer, là. Il se promène vraiment super bien sur la patinoire. Il n'y a rien qui a l'air d'avoir de gros problèmes à faire. Tu sais, admettons, la latéralité, se promener du fond de la zone à la ligne bleue, d'un côté de la glace à l'autre, il le fait super bien. Je pense pas que c'est tu sais, le meilleur skater qu'on a jamais vu, mais il se rend du point A au point B rapidement. Et honnêtement, pour un joueur élite, pour une base de joueurs élite, c'est tout ce que tu aurais besoin, tu sais, au niveau du skating. Maintenant aussi, ses passes sont incroyables. James Hagan, je pense que c'est l'aspect qui m'a le plus sauté aux yeux, même dans son mauvais match de vendredi. Je trouve que sa vision de jeu, elle est là. Les passes pour entrer en zone sont incroyables. Puis, tu sais, juste quand on prend les deux aspects que j'ai dit en ce moment, là, ça fait un joueur extrêmement efficace pour rentrer dans la zone. Tu peux battre les joueurs avec la vitesse, surtout quand tu joues contre des équipes moins bonnes contre le Vermont, ça devient un petit peu plus facile là, justement de battre les joueurs avec une vitesse. Et puis, tu sais, une fois qu'il est dans la zone, il a pas besoin de beaucoup d'espace pour faire une super belle passe. Les passes sont tout le temps bien exécutées. Il y a tout le temps des super belles idées de passe. Donc, tu sais, la puck se retrouve souvent devant le filet. Là, maintenant, tu sais, moi, les seuls trucs qui me font dire que c'est pas un talent de top 3, c'est juste que je trouve pas que il, il- il-
il est au même niveau que les deux autres qui étaient sur sa ligne. Puis ça, c'est normal aussi parce que eux, ils sont plus vieux, ils sont déjà repêchés. Mais euh, je me serais attendu à plus de un talent qu'on parlait d'être potentiellement first overall qui joue sur une ligne comme celle-là, tu sais. Donc, admettons, l'année dernière, on a vu les numéros de Will Smith avec cette ligne-là, mais tu sais, je me pense, l'année dernière, quand on parlait de Celebrini ou bien l'autre année d'avant, si on prenait Bedard, moi, je suis convaincu que si tu mets n'importe quel de ces deux-là, Celebrini ou Bedard, sur une ligne avec Leonard et Perrault, les numéros sont pas juste points par match. Tu sais, on parle d'un gars qui va être capable de te mettre 60 points. Puis, pas pour rien enlever au point par match, ça reste excellent pour un joueur à sa saison, première saison en NCAA, à sa saison de repêchage. C'est juste que je pense que c'est ça un peu le problème avec Gaydens. Il laisse à désirer, il crée des super belles attaques, mais ça finit pas toujours. C'est un joueur qui a vraiment une super belle mobilité, mais que à la fin de la journée, il se place pas tout le temps exactement où est-ce que tu veux, tu sais, pour rien enlever à sa lecture de jeu. Euh, c'est juste ça, je trouve ça difficile avec ces joueurs de haut talent-là, d'expliquer justement pourquoi est-ce que les trois autres sont meilleurs, parce que c'est rendu vraiment dans des détails. Pour moi, il n'y a aucun doute que James Higgins, c'est un talent top. C'est juste qu'il y a des petites choses comme ça qui font en sorte que justement, il y a d'autres joueurs, au moins trois, dès le repêchage cette année, que je mettrais avant lui. Puis je pense que quand on regarde, admettons, les 5 derniers repêchages, je- presque tous ces repêchages-là, ça serait pas un choix de top 3 à la fin de la journée. Je pense pas qu'une équipe qui le repêche top troisième en juin ou juillet, là, je sais plus c'est Mhm, quoi la date exactement, je comprendrais totalement. Tu sais, je pense que, comme toi, tu dis, c'est plus que il y, a- il y avait vraiment un peu comme Célébrini l'année passée, il y avait l'étiquette numéro un avant le début mhm, de la saison, puis c'est juste que là, on voit que il y a des gars qui ont juste comme trouvé un nouveau niveau à leur jeu. mhm. Higgins, oui, il a 18 ans, puis oui, il est plus jeune, mais tu sais, il a juste un an de moins que Gabe Perreault parce que au final, Higgins, c'est un late, là, mais c'est un Mhm. très late, là, dans le sens que lui, il était à très peu de jours, là, je pourrais même vous le dire en détail, là. Il était à peu près à un mois d'être repêché en 2024. Donc, tu sais, oui, il a 18 ans, mais tu sais, faut quand même pas oublier que c'est un vieux 18 ans. Donc, la plupart des gens à peu près de son âge sont déjà dans la NCAA. Puis bon, pour ajouter à ce que tu as dit, moi je pense que c'est la distribution de la rondelle, je suis complètement d'accord. Moi j'aime énormément aussi son contrôle de la rondelle. Mhm. Un moment donné, il se ramasse entouré de trois défenseurs, puis on dirait que il était capable de garder la rondelle sans faire tu sais, sans faire des gestes complètement de, 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 de haut niveau et des déjoues incroyables, mais juste être capable de garder la rondelle au travers de ces trois bâtons-là. Juste être capable de manipuler le bâton du défenseur adverse pour être capable de la garder sans faire trop justement de gestes non nécessaires, là. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve qui est très transposable parce que pour moi, si tu es capable de juste faire des petits jeux comme ça va te donner peut-être un peu plus de temps pour faire le bon jeu. Mais c'est sûr que, bon, première partie, le vendredi, on ne l'a pas vu beaucoup. Il a pris la punition majeure de Perrault pendant 5 minutes. Tu sais, je pense que c'est sûr que c'est pas une fin de semaine qui le mettait en valeur. Il était, je pense, à 31 points en 27 matchs. Là, il est rendu à 32 en 29. Donc, tu sais, ça n'a pas été sa fin de semaine la plus productive non plus. 5 pieds 11. Donc, tu sais, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que je pense qu'il est en train de glisser hors du top 3. Puis à quelque part, je dirais que tu sais, c'est une bonne nouvelle pour, mettons, une équipe comme le Canadien qui est encore très proche de pouvoir choisir top 7, top 8, parce que c'est le genre de joueur qui peuvent juste venir. Tu sais, James Higgins comme deuxième centre, je pense que c'est complètement légitime de penser que ça peut être un très bon one-two punch avec Suzuki là, sur le long terme. C'est juste que c'est pas très gros. Tu sais, c'est pas beaucoup de. Ouais. Tu sais, puis c'est pas un joueur qui joue plus gros qu'il l'est. Donc, en tout Ça cas, dépend. moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. On en a parlé avec Briser la glace et Blue Chip Prospect. Mais, tu sais, c'est ça. C'est un smooth skater. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui me dit que ce joueur-là va se faire mouler pour être capable de jouer plus en désavantage numérique. Ouais, Euh, puis.
sais, c'est juste un joueur il y a plusieurs choses que tu te dis, OK, il va jouer dans la Ligue nationale. Mais là, c'est juste, à- en fait, c'est à quel point tu évalues ou à quel point tu juges que ces choses-là ou que ces attributs-là sont proches de leur plafond, puis à quel point leur plafond est lit. Tu sais, son tir, cette fin de semaine, je pourrais pas dire que j'ai vu James Hagan sortir avec un tir ou nous montrer il avait un tir tu sais, des ligues majeures. Fait que tu sais, c'est sûr, c'est plus du côté playmaker. Mais donc, c'est ça. C'est plein de. Tu sais, comme on dit souvent pour plusieurs joueurs, là, il fait tout bien ou presque, mais il n'y a rien qui se démarque tant que ça. Je pense que Ouais. c'est vraiment la manière qu'il Puis, trouve ses coéquipiers. écoute-moi, quand je t'entends parler, puis, tu sais, en tout cas, ça fit bien aussi avec mes prédictions, même si moi, je vois pas nécessairement Higgins être obligé d'être un joueur de centre. Tu sais, c'est le type de truc que je regarde, puis je suis comme mauditement. Si on avait deux choix hauts dans le repêchage cette année, tu prends Ouais. Porter Ouais, Martone pour jouer à ouais, ouais. côté de Higgins, puis là, vas-y, mets-le au centre, puis tu sais, il n'y a pas de stress. C'est juste que je trouve que Higgins, comparément, admettons, à euh, Missa peut être le centre d'attention de sa ligne. Missa, c'est Mhm. pas le joueur qui va tout faire pour toi. C'est pas justement peut-être McDavid. Là. C'est sûr que tu sais, c'est pas ce même niveau d'action, mais il est assez bon pour que, à mon avis, ça soit le noyau de ta ligne. Alors que Higgins, ça va vraiment être une question de OK, tu le prends, mais faut quand même qu'il y ait un plan. Oui, il y a le niveau d'être une des étoiles un peu de ta ligue, donc c'est peut-être le joueur qui produit le plus de ta deuxième ligne, mais c'est vraiment question de bien l'entourer. Surtout, admettons, si on parle vraiment du cas du Canadien, bon, ben 5 pieds 10, il va te falloir un archétype de joueur quand même assez spécifique pour aller jouer avec, c'est-à-dire un à la Porter Martone, playmaker, mais qui est aussi capable d'être physique. Puis c'est juste qu'en ce moment, chez le Canadien, on n'a pas ce deuxième joueur-là, sauf que il y a tellement de façons d'aller acquérir des joueurs dans la LNH. On regarde, admettons, là, si au UFA, juste cet été, si on était rendu là, ben, peut-être que il y aurait moyen d'aller faire quelque chose, d'aller rafistoler un petit peu pour que ça marche avec Higgins. Je veux juste Ouais. encore merci à Simon. C'était vraiment le fun, en effet. Puis on va vous revenir avec du contenu dans un autre événement de hockey, mais cette fois-ci, pas dans la même direction que le Vermont. C'est On ça, va rester devinez. dans notre petit pays chéri. Euh, mais mais tu sais, je pense que le seul point où est-ce qu'on n'est pas d'accord, c'est le fait que Higgins, moi, selon moi, c'est un joueur de centre. Il joue au centre depuis tout le temps. Puis en plus, il est lefty, là. Puis mettons, tu sais, quand je dis ça, que c'est un gaucher, c'est encore une fois quand on revient au Canadien, parce que c'était un peu ça Ouais. notre épisode, spoiler alert, mais quand on revient au Canadien, c'est que c'est un centre gaucher de top 6, on n'en a pas en ce moment. Puis le seul, je pense, c'est Kapanen, mais même là, je pense que Kapanen il est droitier, mais peut-être qu'il est gaucher, là, mais il me semble qu'il est Mais droitier. Donc on n'a admettons pas le vraiment du centre Canadien, gaucher, s'il là. se retrouvait, honnêtement, là, s'il se retrouvait à repêcher justement quatrième, puis qu'avec tous les noms qu'on a sur la liste, on finit par avoir James Higgins quatrième, c'est pour vous montrer à quel point est-ce que les détails sont tellement minimes. Si quatrième avec les autres noms qu'on sait qui vont être disponibles, euh, moi, je serais un peu déçu que ce soit James Higgins qu'on trouve. Par contre, si tu repêches 7 Ah, je suis 8e, puis d'accord. James Higgins te tombe dessus, là, c'est complètement l'opposé. Là. Il y a zéro de déception. Je suis en train de sauter de joie qu'on ait réussi à l'avoir 7-8. Donc, tu sais, je sais que dans la première ronde, dans le top 10, ça bouge énormément, puis tu as des coups de cœur, tu as des joueurs que tu aimes un peu moins, mais tu sais, quand même, pour vous montrer à quel point est-ce que c'est vraiment des détails, tu sais, puis comment est-ce que on l'évalue quand même haut. C'est vraiment, pour moi, une question de, tu sais, 2-3 positions de repêchage pour James Higgins. Là. Tu sais, c'est pas un problème dans le sens, quelqu'un qui, admettons, tu verrais être pris 13e, puis que là, tu vas le prendre 7e, puis tu sais, que tu l'aies 3 ou 7, t'es déçu parce que toi, tu l'as mis 13e. Je pense que c'est un joueur qui a vraiment sa place dans le top 10, voire dans le top 5 s'il est mis dans la bonne situation, puis que si justement le Ouais, Canadien ben prend c'est ça. 6, 7, 8, on va être en train de sauter de joie, versus si justement il prend 4e, comme j'ai dit, là, peut-être que ça va être. Il n'y a jamais personne qui va pleurer d'avoir James Higgins sur son équipe, là, mais peut-être un petit brin de déception quand tu regardes les autres noms qui vont être disponibles à ce rang-là. Ben, tu sais, la différence est tellement minime. Moi, je pense que juste dès le cinquième rang, c'est comme un peu une victoire de l'avoir, dans le sens que, ben, une victoire, en fait, je pense au cinquième rang, c'est comme un peu l'endroit que je le verrais comme avoir sa valeur juste pour ce repêchage. Parce qu'on s'entend que ce repêchage-ci,
c'est pas la même histoire qu'en 2023, puis c'est pas la Non. même histoire qu'en 2024, etc. Donc, ça dépend tout le temps. Mais pour cette année, selon moi, à partir du 5e rang, James Higgins est une valeur sûre, est une valeur très intéressante. Euh, Moi, je passerai tout de suite à Gabe Perreault, comme on a peut-être moins de choses à dire, là, Ben, juste, c'est winger, ouais. tu sais, c'est un ailier. Euh, Gabe Perreault, on l'a dit, ou je sais pas si on l'a dit, mais on en a glissé un mot. Il a été éjecté de la rencontre le vendredi en milieu de première période. Il avait fait un double échec. Pas un double échec, en fait, là, c'était comme un double échec dans le visage. Coup de Mhm. bâton. Donc, expulsé. Donc, ça a comme un peu réduit notre Ouais. visionnement de ce joueur-là. Moi, je dois dire que c'est un joueur que, quand je le regardais à la télé, et surtout au championnat junior cette année, j'étais comme, wow, quel joueur, les mains, la vision du jeu, tu sais, le patin, c'est pas déficient. euh, mais c'est comme si là, en fin de semaine, ou en tout cas samedi, genre, je vois la création du jeu et tout, mais peut-être que c'est un joueur qui est passé de sous-estimé en étant drafté 20e et qui là tombe plus peut-être dans la zone de surestimé. Puis ce que je veux dire par là, c'est juste que je me demande s'il va avoir vraiment l'impact qui en ce moment le monde lui met. Ouais. Tu sais, on s'entend 23e. J'ai dit 20e, c'est 23e. Donc pour un 23e choix, je veux dire, tu peux pas demander mieux là. Mais c'est C'est juste que là, cette année, il n'y a pas Will Smith qui drive sa ligne et il va avoir une moins bonne production que l'année passée. L'année passée, c'était vraiment incroyable, là. C'était 60 Mhm. points en 36 matchs. Cette année, il est à 41 points en 31 matchs. Mais c'est juste que ce que ça me montre, puis qu'est-ce que ça m'a montré un peu, tu sais, leur déficience dans les trois joueurs ensemble, c'est qu'il n'y a comme pas le driver de la ligne qui est capable de faire produire les deux autres. Mhm. Puis quand je dis les deux autres, ça peut être un combo de Higgins, Perrault, Higgins, Leonard, Leonard, Perrault. C'est juste dans le sens que Perrault, c'est le joueur à qui tu dois lui mettre un joueur de centre qui va driver la ligne et que Perrault aura simplement pour Perrault, mais il aura simplement à attendre, se mettre en bonne position, puis ensuite trouver ce joueur-là pour qu'il finisse le jeu. Je sais pas toi, Renaud, mais tu sais, on n'en a pas tant parlé legit de Perrault parce que c'était plus l'autre qui a pris le, comment Le dire, le dessus, là, ouais. spotlight, là, comme on dit. Mais Ben, c'est ça, j'ai peut-être été un peu déçu. Je trouvais au championnat junior qui était incroyable, encore plus que d'habitude. Puis là, c'est comme si samedi, t'es peut-être un peu plus timide. Tu sais, ben, c'est pas le plus robuste. Il patine bien, mais on s'entend qu'il va pas dépasser les défenseurs de la NCAA en patinant. Tu sais, il y a des ben, bonnes mains, mais il y a rien de. Tu sais, c'est vraiment son playmaking, là. C'est vraiment sa vision du jeu qui est hors pair. Mais même là, samedi, je l'ai pas tant vu. En tout cas, en vrai, là. moi, j'ai jamais été le plus grand fan de Perrault, tu sais, à la base. Je pense qu'à son année de repêchage, peut-être, tu sais, même là, tu parles de que maintenant on le surestime un petit peu. Moi, je pense que justement, pourquoi est-ce que c'est un autant bon choix? C'est parce que, en fait, ça va être logique, là, mais tu sais, c'est parce qu'il a été choisi où est-ce qu'il a été choisi, dans le sens, tu sais, pour ses performances, c'est ça, tu serais peut-être allé le prendre un peu plus haut dans un redraft à cause des performances des gars plus bas, mais c'est juste que c'est une excellente valeur à cause de, admettons, tu sais, pour comparer, les Canadiens, quand on avait le repêchage de Slavkovski, avec notre choix de fin de première ronde, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait chercher Flip Mesher, parce que Flip Mesher, tu te dis, il va pouvoir remplir un trou dans ton top 6, que justement, j'envisage que l'équipe va avoir un joueur qui est offensif, qui va pas être le driver de ta ligne, mais qui va pouvoir bien venir remplir un petit trou. Puis finalement, là, regardez qu'est-ce que, tu sais, Philippe Mesher, ça sera pas un joueur de top 6 en LNH, à mon humble avis. On verra, je lui souhaite, mais je pense pas. Puis Gabe Il vient Perreault, je de se pense que reblesser, là. ouais, c'est ça, j'ai vu ça. Coudon. Mais Gabe Perreault, pour moi, c'est la même chose. C'est juste que Gabe Perreault, ça hit. Pour dire ça comme ça, là. Tu sais, c'est vraiment un joueur que tu vas prendre en fin de première ronde. Donc, tu vas pas le prendre bas. Là. C'est pas un steal de deuxième ronde complètement incroyable. Mais tu dépenses pas un choix d'admettons top 15 pour aller prendre ce joueur-là. Puis, si tout marche bien, il vient bien compléter un top 6 en LNH. Là, maintenant, c'est ça. Perrault, pour moi, ce qui va faire la différence, c'est vraiment c'est que c'est un joueur qui est autant bon que sa ligne.
Donc, si New York le met, admettons, tu sais, Gabe Perreault, si tu le mets sur une quatrième ligne avec deux gars qui n'ont pas beaucoup d'expérience à l'NH, à mon avis, ça ne marchera pas. Oui, c'est un joueur qui est capable de, tu sais, être un peu hargneux, mais il n'a vraiment pas le physique pour jouer, tu sais, ce rôle-là, même si on voit qu'il y a l'énergie puis il a l'envie de le jouer des fois, tu sais, quand il n'y a rien qui se passe sur sa ligne, on le voit aller essayer de plaquer derrière le filet. J'aime l'énergie, mais tu sais, c'est pas le type de joueur qu'il est. Parce que, c'est ça, individuellement, là, quand tu parles d'un joueur qui peut drive une ligne, Perrault, moi je trouve qu'il n'y a aucun de ces attributs-là. Je trouve qu'il y a tous les attributs d'un joueur justement qui vient compléter ta ligne. Tu le mets avec deux autres excellents joueurs. Perrault, quand il fait des super belles entrées de zone puis des petites passes, des jeux rapides, là, Perrault est tout le temps en train de scanner le jeu. Il sait tout le temps où est-ce que ses deux autres teammates sont. Donc, tu le mets justement avec deux teammates qui sont capables de lire le jeu autant rapidement que lui, puis d'aller où est-ce que lui envoie la rondelle, ça va faire vraiment un trio de feu. S'il est dans la bonne situation, ça va être le parfait joueur pour compléter un deuxième trio. Deuxième ou troisième, on verra. Là, ça dépend du calibre de l'équipe, comme à chaque fois. Mais bon, je vais dire deuxième trio pour maintenant. C'est juste que, un peu comme toi, euh, je trouve que à chaque fois, moi j'entendais les mains de Perrault sont bonnes, les mains de Perrault sont bonnes. Bon, au World Junior, il y avait énormément de talent dans l'équipe dans l'équipe USA. Donc je me dis peut-être que justement, ils lui ont dit de plus focuser sur la création de jeu parce que j'avais pas nécessairement vu de flash de mains excellentes. Même si il reste solide, il faut que tu aies des bonnes mains pour faire des belles petites passes, un peu comme James Higgins. Tu peux pas faire des passes comme ça sans avoir des bonnes mains. Puis là, écoute, je le vois jouer avec son équipe. Puis c'était la première fois vraiment que je m'attardais vraiment aussi sur Perrault dans un match de BC. Pour être 100% transparent, mais j'ai pas. Son skating est beaucoup mieux que ce qu'on pensait à son aide de repêchage. Je dirais pas que c'est déficient, je dis qu'il a un bon skating. Euh, c'est juste qu'il n'y a aucune de ses habilités qui m'a tant surpris que ça. Je m'attendais à avoir des excellentes mains. Ses mains sont correctes, ses mains sont bonnes pour ce qu'il fait, mais admettons, tu ne vas pas le voir déjouer deux joueurs. C'est ça. C'est juste qu'il n'y a aucune habilité de vraiment play driver pour sa ligne. C'est vraiment un Ah non, zéro. playmaker qui vient bien compléter une ligne. Euh, Ben, l'autre partner de trio qui a été un peu plus étincelant, Ryan Leonard, le choix neuvième au total en 2023 de Washington, qui lui est Mhm. le meneur de son équipe en points. Il a seulement un point de plus que Perrault, puis lui aussi, c'est une saison un peu moins productive que l'année passée. Euh, Perrault, ben c'est ça. Je pense que c'est juste le joueur que tu veux dans ton équipe, tu veux de ton côté. C'est une peste. Entre les coups de sifflet, Leonard, ouais. en tout temps, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'essayer d'aller sous la peau de l'adversaire. Puis le vendredi, c'est comme si c'était sa partie. Je me mets en dessous de leur peau. Puis le samedi, c'était comme la partie de OK, là, je suis en dessous de leur peau. Maintenant, on se gosse. Tu sais. Maintenant, on se tape un peu plus ses nerfs. Il a peut-être perdu un peu plus de sa concentration samedi. Je l'ai trouvé moins concentré au match. C'est peut-être aussi par le fait que son équipe gagnait puis que c'était vraiment un match plus unidirectionnel. Mais c'est ça. Leonard, c'est un joueur que ça m'étonnerait énormément pas de voir jouer avec Washington dans les séries Ouais. dès que le Frozen Four est fini. Euh, c'est un joueur qui va sûrement jouer sur le top 6 dès le début ou en tout cas sur le top 9 puis il va avoir un impact sur le top 9 parce que, comme j'ai dit, c'est une peste. C'est un joueur qui est capable d'avoir quelque chose d'autre que juste ses habilités offensives. Parlant des habilités offensives, euh, c'est pas le joueur avec justement la meilleure vision du jeu, avec le meilleur tir, mais les deux, on le voit. Les deux, c'est des éléments que je peux vous dire. Après la fin de semaine, j'ai été capable d'évaluer ces atouts-là de Ryan Leonard. Son tir et c'est pas un tir de Cole Eiserman, mais c'est un tir très puissant Ouais. et il trouve l'espace pour le prendre. Tu sais, quand je parlais de James Higgins, on dirait que j'ai pas vraiment été capable d'analyser son tir. C'est parce que souvent, on dirait que soit il se met pas dans une situation où quand il peut tirer, il fait la passe, mais Leonard, il tire. Et il va tirer de loin, il va tirer en utilisant le mur. Je sais pas pourquoi j'oublie, là, mais en utilisant le défenseur comme. Pourquoi j'oublie Screen. le mot, le Renault, comme screen, ouais, comme écran. C'est ça, merci. Ok. C'est un tir puissant, c'est peut-être pas le tir le plus précis, mais à pleine vitesse, il est capable de l'effectuer. Puis ça, c'est une affaire que j'ai oublié de dire sur James Higgins, mais Higgins, à vitesse, il est capable de contrôler la rondelle et de faire ses jeux à la même vitesse que même quand il va pas trop vite.
Ça, c'était juste un petit truc que je veux rajouter à Higgins, là, que pas parce qu'il va vite qu'il est perdu, là. Higgins il est capable d'aller vite d'effectuer ses jeux. Un peu à la Kyle Connor, là. Mais, fait que Leonard, c'est ça. Je pense que c'est pas le gars avec les skills. Tu sais, mettons, Perrault, il a un playmaking vraiment, vraiment qui ressort. Je pense que Leonard, c'est ça. C'est comme très bon dans tout ce qui est offensif. Il a une bonne vision du jeu. Il a un bon sens de où se mettre sur la patinoire. J'aime aussi sa responsabilité défensive. Et un affaire que j'aime, ben, c'est qu'il aide son centre à gagner des mises en jeu quand c'est pas lui qui prend les mises en jeu. Parce que cette fin de semaine, il a pris quand même une coupe de mises en jeu, là. Ouais, ouais. Mais c'est un bon allié pour gagner les mises en jeu. Donc, c'est ça, je pense, c'est juste avec sa fougue, avec son côté compétitif, son côté qui va en dessous de la peau des adversaires. Avec un Tom Wilson, ça peut vraiment être très, très difficile à jouer contre pour les autres équipes, là. Mais c'est ça, je veux dire, Leonard, c'est juste mettons, si je devais mettre un joueur favori de la fin de semaine, ça serait lui. Ouais, Purement parce que c'est juste c'est du bonbon à regarder, là. C'est Mhm. comme dès qu'il embarque sa glace, il y a quelque chose qui va se passer, là. Il va frapper, il va créer quelque chose, il va arracher le bâton de l'autre joueur, il va te donner un coup de coude en face. Tu sais, puis on s'entend que dans NCAA, ils ont des grilles, là, fait que c'est moins. C'est pas juste un coup de couille, un coup de coude gratuit, mais c'est ça. Mais moi, Leonard, je pense que c'est juste. C'est ça. Si j'étais un fan des Capitals, je Ouais, tu serais pourrais excité. pas attendre qu'il arrive. On a vu ça avec ton lapsus. Je serais super excité là, par ces coups de couille. Mais ouais, écoute, je sais même pas trop quoi ajouter. Là. Je pense que n'importe qui scout, en tout cas de tout ce que j'ai vu, tout le monde a à peu près la même évaluation de Leonard. Là. Tu sais, c'est un joueur qui il attire toute ton attention quand il est sur la glace. Euh, c'est vraiment de l'énergie incarnée. Là. Dès qu'il est sur la glace, même si, admettons, son trio n'arrive pas à faire des attaques ou peu importe, il est quand même présent dans le match, il donne quand même de l'énergie à son équipe. Donc, c'est vraiment le type de joueur que tu voudrais dans ton équipe, peu importe quelle équipe tu es. Puis, ce qui est cool pour Washington aussi, c'est comme tu dis, tu sais, ils ont vraiment le luxe du choix de où est-ce qu'ils vont le faire jouer quand ils vont le faire venir. Parce que Leonard, c'est quelqu'un que, si pour les playoffs, ils ont besoin qu'il remplisse le trou au troisième trio, il peut remplir ce rôle-là super bien, même si son plafond est plus haut, tu sais, pour ses débuts en LNH, s'il a besoin de jouer troisième trio, il va le faire, puis il va le faire extrêmement bien. Puis après ça, peut-être que l'année prochaine, ils vont pouvoir l'essayer sur un top 6. Ou bien, s'ils pensent qu'il est prêt tout de suite, ils peuvent juste déjà le mettre sur le top 6, puis tu sais, il a les habiletés pour se débrouiller, peu importe le rôle, où est-ce qu'il va être. Il n'y a rien de son jeu qui est hyper déficient. Là, tu sais, tu parles de son tir, peut-être pas le meilleur tir. Ça reste un tir excellent qui va être capable de marquer des buts en LNH. Peut-être à un moins haut rythme, pas peut-être à un moins haut rythme qu'en NCAA, mais reste que ça va être un joueur qui va être capable de mettre des buts en LNH. Tous les aspects, tu sais, ses mains. C'est pas le joueur le plus de finesse, là, Leonard, mais ses mains sont très, tu sais, un peu à la Gabe Perrault. Je m'attendais à avoir des mains meilleures de Gabe, mais tu sais, même sans qu'il m'ait surpris par ses mains, reste que tu peux pas dénier le fait qu'il marche bien pour ce qu'il veut faire. Entrée de zone, petite passe, whatever. Leonard, il a aussi ça. Il n'y a pas de problème à faire un petit déjou une fois de temps en temps. Encore une fois, sans être un McDavid qui va cote au milieu puis qui va déjouer trois joueurs. Sinon, Moi, je veux juste dire, attends une seconde, là, Sébastien, je sais pas ce que tu as écrit, mais on voit rien. Fait que je sais pas si c'était une erreur, mais si tu veux nous redire ton commentaire. on a hâte de te lire, Sébastien. Euh, Écoute, sinon, on peut parler un peu des noms plus petits de BC. On a quand Ah même deux ben je, cas qui est. je parlerais de pas un petit, mais d'un dernier first round pick, là. Ah, ben, Tu sais, je attends, me avant ton dirais. dernier first round pick, moi, j'allais parler d'un plus petit. Littéralement Un plus et petit? figurativement. Oui, ben, on a vu Teddy Stiga. Ouais, Le, ok, le- vas-y. Écoute, moi, encore une fois, un peu besoin d'une analyse de 15 minutes de Teddy Stiga. Là. Tu sais, moi, honnêtement, c'est la première fois depuis son repêchage que je m'attardais à vraiment le regarder jouer, mais j'ai trouvé que, encore une fois, basé sur ces deux matchs-là, je trouve que on parle de value pick, c'est un excellent pick de value. Tu le vois que ça va pas être le gars qui va justement être la star de son équipe, mais je pense que c'est juste le dude qui sait tellement bien comment supporter n'importe quelle situation. Donc, tu sais, c'est un gars que moi, je pense, c'était Stega, on l'avait regardé là-bas, il était sorti en deuxième ronde, c'est ça, Jules?
C'est un deuxième round de Nashville. C'est ça. Je trouve que c'est ça, autour de 50 quelques, me semble 55. Ben, Ah, merci Sébastien. merci Très beaucoup, apprécié. Sébastien. Mais, tu sais, justement, si Teddy Stega était sorti 16e au repêchage, peut-être que mon discours serait différent. Mais là, pour 55, je trouve que c'est excellent. C'est un joueur extrêmement versatile. Son jeu off the puck est extrêmement bon. Ouais, Puis, il s'est ouais, ouais. adapté tellement bien à toutes les situations. Quand son équipe était en train de dominer, on l'a vu essayer de, tu sais, d'aller mettre des chances, d'aller un petit peu tu sais, continuer d'empiler les buts puis les chances de marquer sur l'Université du Vermont, d'être difficile à contenir quand il a vu que l'autre équipe. Puis, vendredi, quand le match était plus serré puis que ça se tapait, il a été capable de, tu sais, justement vraiment flasher son jeu off the puck puis être le parfait joueur de soutien. Donc, moi, c'est un joueur que, encore une fois, basé sur ces deux matchs-là, je vois vraiment à quel point est-ce qu'il peut être transposable à la LNH. Sans être une star d'équipe, je pense que c'est justement ton parfait joueur de peut-être troisième trio. Plus, justement, j'aurais aucun stress à mettre ce gars-là en ce moment NCAA sur un PK. Puis, écoute, sur le powerplay, c'est vraiment pas l'archétype de joueur que j'adorerais avoir sur mon powerplay, mais reste que je pense qu'il peut quand même remplir ce trou-là au besoin si jamais il arrive dans une situation où, ben, justement, ils ont besoin qu'il remplisse ce trou-là. Ben, tu sais, moi, Teddy j'en avais entendu parler. Mhm. Mais bon, c'est sûr qu'avec le fait qu'on n'a pas les logiciels, les fameux logiciels de scouting, donc on doit un peu se débrouiller de notre côté. Quand je regardais le développement, Le programme. l'équipe de développement américaine, je regardais pas Teddy Stiga, là, tu sais, je regardais Cole Eiserman, je regardais James Higgins. Même si Stiga, c'était comme le troisième scoreur, là, tu sais, c'était pas le joueur que je me concentrais dessus. Puis, une chose que je dois dire avec la différence entre analyser un match puis des joueurs en vrai et analyser des joueurs à l'écran, c'est qu'à l'écran, il y a un côté qui est plus facile de trouver un numéro. Donc, si tu cherches un numéro, mettons, tu veux jouer, ben là, c'est le numéro 4 là, dans ce cas-là. Si tu regardes un match sur ton ordinateur pour analyser Teddy Stega, le numéro 4 c'est quand même plus facile de le trouver. Je sais pas, l'angle de la caméra, I guess, le jeu a l'air peut-être moins rapide parce que quand tu es en vrai, tu dois tourner la tête, tu dois, tu sais. Puis, un des points pourquoi on en parle, je pense, c'est juste le fait que Stiga, il ressortait du lot. Le numéro 4 je le voyais tout le temps. Il était Mhm. tout le temps en train de me montrer, hey, regarde-moi, analyse-moi. Tu sais, je veux dire, je suis obligé de ressortir de cette fin de semaine-là avec une opinion sur Teddy Stiga, qui est un joueur que justement je ne connaissais pas tant avant. Je veux dire, tu sais, il y en a des joueurs qui ont joué énormément, là, Eamon Powell, Aiden Retchuk qui a joué juste la deuxième game, Fortescue, on l'a quand même vu jouer, Minesian, tu sais, c'est d'autres joueurs qui ont été repêchés, mais que juste, j'ai moins de choses à dire parce qu'on dirait que ils ont moins popé. Ces gars, tu l'as dit, son jeu off la rondelle, sans la rondelle, il il a une habileté à être là où est-ce qu'il doit être. Je sais pas comment le dire, là, mais la plupart du temps, j'étais juste comme ah, ben, cet gars en ce moment, il est à Ben, une place qui aide c'est énormément son ça le coéquipier, jeu. ou il aide énormément son équipe juste dans tu sais, le nombre de fois qu'il rentrait en zone offensive puis qu'il était un bon support ou qu'il offrait la sortie de zone à son joueur, le nombre de fois qu'il revenait dans sa zone et qu'il était bien placé pour rendre que c'était pas un 3v2, mettons, pour l'autre équipe, c'était le joueur qui se repliait. Tu sais, il est à presque un point par match. En fin de semaine, je veux pas faire de niaiserie, ouais, c'est ça, il a fait 3 points. Tu sais, il a été impliqué. Bon, à la fin du match, je pense le samedi, il a été pris dans les Ouais. bagarres là, à la fin, mais tu sais, euh, c'était vraiment un joueur impliqué. C'est un joueur qui, tu sais, j'ai écouté Processus et Snake qui était là, a dit aussi que c'est un joueur qui voyait jouer dans la Ligue nationale plus tard. Puis je suis complètement d'accord avec lui dans le sens que ce gars, je vois un joueur tu sais, c'est sûr que je pense que ça serait un peu far-fetched de dire top 6 là. Je pense que de bottom 6, puis c'est même le genre de joueur que contrairement à Perrault, peut-être c'est pas, sont pas dans le même tier, mais dans le sens que c'est un joueur qui peut venir vraiment bien compléter un trio ou remplacer sur un trio parce que justement, il lit bien le jeu, donc ça fait qu'il ne devient pas une nuisance parce que même s'il n'y a pas le plus de skills raffinés là, ou de skills bruts,
il a tout ce qu'il fait pour se mettre dans la situation optimale pour lui et pour sa ligne. Euh, fait que, sincèrement, je veux dire, Ben, 55e choix au repêchage de l'année passée, c'est vraiment Nashville. On fait toute une sélection. Tu sais, on s'entend que Cole Hudson n'était plus là, donc après ça, ouais, ben, Stiga écoute, était peut-être la meilleure pièce. tu fais la comparaison avec Perrault, puis tu sais, dans un trio, admettons, qui est fait pour Gabe Perrault, ou qui remplit les critères des critères de ce qu'on avait dit tantôt pour qu'est-ce qu'il faut pour Gabe Perrault pour que ça clique, c'est sûr que je vais mettre mon argent sur Gabe Perrault à la place de Stiga dans Ah cette oui. situation-là. Mais dans un trio random, admettons, où ces gars-là sont obligés d'avoir plus de possession, d'avoir plus de pression, je serais quasiment plus enclin à dire que Stiga va mieux performer dans une situation comme ça. Euh, c'est sûr que justement, on parle de LNH, il projette, c'est pas un gars qui projette comme étant un joueur de top 6, alors que Perrault, c'est vraiment ça qui fait la différence, là, c'est qu'il peut jouer sur un top 6 si tu le mets dans la bonne situation. Mais je pense vraiment que si j'en ai un à choisir des deux pour jouer justement un rôle de soutien, puis le bottom 6, ça serait Stiga que j'irais prendre entre ces deux-là. C'est pas tant un projet, tu sais, dans le sens que pour, pour, pour passer au prochain, là, tranquillement, mais Mhm. Stiga n'est pas un joueur que tu te dis, il est loin Ouais. de qu'est-ce qu'il a besoin d'être pour jouer pro. Ouais, de Il y a, quoi il il y va avoir a, l'air en LNH, là. tu sais, de quoi il va avoir l'air en LNH. Tu sais, c'est sûr, il y aura moins de temps de jeu, il y aura moins d'opportunités, mais c'est pas, je trouve que c'est pas très risqué, là. Je veux dire, je pense que déjà, on peut se dire, ce joueur-là va jouer dans la AHL, puis il va avoir un rôle important. Euh, Tu sais, fait que, en tout cas, très belle sélection de Nashville. J'en avais entendu parler Ouais. de très bonne manière l'année passée. Et là, ce que j'ai vu cette année, ben, c'est vraiment. Tu sais, sincèrement, moi, je me dis, ce gars-là, je le vois repêcher au rang de des tourneaux et je me dis pas, aïe, aïe, Ouais. qu'est-ce qu'il fait là, tu sais. Même, c'est ça, 25e. Les tourneaux ont été repêchés 25e. Puis, bon, quand je parlais que Stiga me tapait dans l'œil à chaque fois qu'il embarquait sa glace, même s'il était 5 pieds 10, on a un gars ici de 6 pieds 6, 6 pieds 7, qui, étonnamment, c'est ça, bon, c'est sûr, c'est un quatrième ligne, mais pas tant remarquable. Tu sais, moi c'est un projet, là, c'est vraiment un énorme projet. C'est un très gros chantier, Dean Les Tourneaux. Euh, Il y a, il y a, il y a, Il y a, il y a plusieurs petits attributs que tu fais. Ouais, ok, je comprends c'est quoi que Boston voit en lui, mais tu sais, moi, 25e, je suis un peu comme wow. Tu sais, c'est C'est, le c'est- choix que tu as eu en retour de ton goaler, Linus Ulmark, là, puis tu t'en vas chercher un joueur comme ça qui va peut-être jouer dans 4 5 6 ans là, dans la Ligue nationale, ben, s'il si joue tu dans la Ligue veux, nationale. si tu veux juste faire une comparaison, par exemple, là, l'autre saison d'avant, on avait Dragicevic, qui était l'attaquant qui a transféré à la défense. Puis En défense. Seattle était allé le chercher deuxième ronde, je pense qu'il l'avait choisi. Mais même Ouais. là, c'était comme, OK, un joueur autant risqué que ça. Bon, Dragicevic est un peu plus risqué que les tourneaux, juste vu au fait que la position est nouvelle, mais quand même, vraiment un gros projet comme ça. Même le choix de deuxième ronde, t'es comme, OK, vas-y, c'est plus safe que si t'étais allé le prendre en fin de première ronde, mais reste que c'est quand même cher payé pour un joueur que justement, lui, tu sais pas nécessairement de quoi ça va avoir l'air quand il va jouer en LNH. Tu vas le prendre parce que tu veux le transformer en prochain joueur de troisième, voire deuxième ligne, ou bien tu vas vraiment choisir un joueur de bottom 6 mais qu'il faut extrêmement travailler. En tout cas, ça, comme tu dis, ça veut dire, je suis d'accord avec le fait que 24e, 25e choix pour un projet comme ça, c'est vraiment cher payé. Surtout quand, tu sais, honnêtement, les tourneaux, de ce que j'ai vu, oui, tu sais, on peut mettre l'accent sur les choses qu'il fait bien. Tu sais, on a dit il lit bien le jeu. Pour un gars de 6 pieds Ouais. 7, il n'y a vraiment Il est pas pas trop de misère. perdu. Non, il n'est pas perdu. Souvent, Il on le voit être patine placé bien. au bon endroit. C'est vraiment juste une question de problème d'exécution. Donc, tu sais, quand il reçoit la puck, on le voit, là, il y a de la misère à garder la puck sur sa rondelle, là, tu sais. Ouais. Ça lui prend Promener la la, moitié de la zone neutre, en fait. c'est ça, c'est ça. Tu sais, il y a le contrôle de rondelle. Souvent, on le voit tu sais, se mettre dans une bonne position pour un tir, mais il rate complètement le tir. Puis, tu sais,
C'est drôle parce que tantôt, juste avant le podcast, justement, il y a Simon qui nous a envoyé un tweet de Puck Preps où il montre tous les underlying Mhm. numbers, donc c'est tous les numéros de choses quantifiables qu'on voit, qui sautent un peu moins aux yeux de Dean Letourneau. Puis effectivement, tu sais, si tu enlevais toutes les stats qui ont rapport avec l'exécution, quel taux de réussite, tu sais, admettons le pourcentage de tir, les dicks réussis, tu sais, Les les entrées de mouvements. zone, les passes réussies. Si tu enlèves Ouais. tout ça, il a l'air d'un excellent prospect. C'est juste qu'il y a tellement des gros problèmes avec ça que moi, je peux pas réalistiquement le voir projeté plus haut que tu sais, un joueur, un peu un freak de bottom 6 dans le sens, un gars de 6 pieds 7 qui est capable de mettre quelques points. Puis, tu sais, aussi, pour qu'il soit un freak de bottom 6, moi, ça illustre bien le gros problème que j'ai avec lui. Là. Si tu veux être si il veut bien rentrer dans l'identité de Boston, faut qu'il frappe, faut que ça fasse peur quand il soit sur la glace. Là, en ce moment, je sais peut-être que sa première saison NCAA, il focus plus sur le hockey, justement, être capable de bien recevoir une passe puis décocher un tir. Là. J'ai pas vraiment de problème avec le fait que ça soit plus seul focus cette saison, mais c'est un gars qu'à un moment donné, il va falloir qu'il commence à faire mal. Il va falloir qu'il soit capable de pousser les gars devant le filet, de complètement les tasser. Là, c'est sûr que tu prends les quatrièmes trios de NCAA, des fois ça marche, mais tu sais, dès qu'il se retrouve avec des défenseurs quand même compétents, il est très facile à séparer de la rondelle. C'est très facile justement le séparer de la rondelle, le pousser. Ouais, C'est il est pas pas encore très un fort. joueur. Non, c'est ça. Il fait pas peur en gros quand il arrive sur la glace là, pour le moment. Tu sais, alors qu'à 6 pieds 7, t'es pas nécessairement obligé d'avoir le plus grand skill. Pas tout le monde est obligé d'être un Roger McQueen qui marque des buts super beaux en étant 6 pieds 5, mais il faut au moins que tu aies cet aspect-là physique justement qui fait peur. Là. Fait que, tu sais, je pense que, en fait, on dirait que ça vient juste de me popper en tête, mais c'est comme si lui, c'est vraiment pas un pick boomer bust, tu sais, comme on va souvent voir en fin de première ronde. Des fois, les équipes vont essayer d'y aller pour le coup de circuit. Lui, c'est vraiment plus comme un. Si tout se passe bien dans le cas de Denis Tourneau, c'est un joueur de quatrième trio, fait mal. Tu sais, Mhm. c'est un peu ça, là. Puis, ça sera un joueur de 6 pieds 7, mais tu sais, je veux dire, regarde. On change un peu de sujet, mais dans le sens que moi, je trouve toujours que c'est un piège, ces gros gars-là. Comme un peu l'inverse, c'est quand on regarde des petits joueurs, puis on dit, il est petit, puis nanana, fait que là, ils vont loin. Ben, c'est l'inverse pour les gros joueurs. Tu sais, je pense que le défenseur le plus gros, c'est Oleksiak. Puis, je veux dire, Oleksiak, on n'en entend jamais parler parce que il est littéralement très peu sur la glace. Il frappe pas nécessairement le plus fort, il ne frappe pas le plus souvent. C'est pas lui qui est qui bloque le plus de tirs. Donc, tu sais, on dit, en tout cas, moi, je trouve que Boston, c'est comme un peu peut-être enfargé dans ce choix-là en se disant comme, ah, c'est un gars de 6 pieds 7, puis, tu sais, on va avoir comme tu l'as dit, là, un freak, là. Mais Moi, il me donne vraiment juste son contrôle de rondelle me montre qu'il n'y a même pas un peu de chance de se ramasser sur un deuxième trio, là. Tu sais, il n'y a même Ouais. pas, je veux dire, tu sais, puis Elite Prospect, maintenant, ils ont comment dire, genre des types de joueurs, là, puis ils vont dire des étiquettes. Puis tu sais, quand je regarde ceux de Dean Les Tourneaux, on dirait que je suis comme même pas tant d'accord. Tu sais, c'est heavy hitter, playmaker, sniper. Je suis comme. Moi, j'ai vu rien de ça en fait, semaine. Ouais, moi, il me rappelle vraiment beaucoup pour ceux qui ont vu. Puis là, écoute, je peux pas faire la comparaison directe parce que c'est pas un joueur que j'ai suivi quand il était en junior. Je l'ai vraiment juste vu quand il est arrivé en HL. Mais il me rappelle, il me donne vraiment, la façon dont il joue en ce moment, ça me donne vraiment beaucoup des flashs de Curtis Douglas, le centre que Toronto avait Ouais. choisi. Je pense que c'est un centre de 6 pieds 9, là, encore plus grand que les tourneaux. Mais tu sais, quand C'était il pas un était choix de première ronde. Je pense qu'il Non, n'a c'est même pas été ça. drafté. Curtis Douglas, c'était un choix de quatrième ronde. Mais c'est juste Ouais. que tu sais, Curtis Douglas, même quand il était dans le junior, je comprends le hype parce que c'est un gars qui a été Ah capable ouais. d'aller mettre 60 points. Tu sais, est-ce que c'est le meilleur pointeur de la Dallas. ligue? Non, mais 6 pieds 9 qui est capable de mettre 60 points, je comprends pourquoi justement une équipe est comme vraiment gros projet, mais je vais tenter le coup. Mais écoute, Curtis Douglas, une fois qu'il s'est retrouvé dans la AHL, dans le niveau pro, c'est devenu un joueur extrêmement unidimensionnel qui servait à faire peur à la mise au jeu, à aller sparker devant le filet. Fait que, écoute, Dean Letourneau, on lui souhaite que ça soit différent. Puis je pense que il y a quand même plus. Tu sais, il y a une raison pourquoi est-ce qu'il a été pris en première ronde, puis Curtis Douglas en quatrième ronde. Là, c'était pas exactement le même archétype. Je pense que Dean Letourneau a plus d'atouts dans son sac que Curtis Douglas en avait à son année de repêchage. Mais c'est juste que
à cette taille-là, c'est facile de rapidement se mettre dans un moule, justement, puis tu sais, de jouer d'une certaine façon. Fait que, tout ça pour dire, je pense qu'en ce moment, Dean Letourneau a l'air un peu, comment tu dis, malpropre, il faut utiliser ce terme-là, quand il essaie Ouais. de faire des choses qui sortent un peu de ce qu'on attend d'un attaquant de 6 pieds 7. Mais c'est vraiment ça qu'il va falloir s'il veut se rendre à la LNH parce que sinon ça va se retrouver à un Curtis Douglas. Donc je pense que, tu sais, pour finir sur une note positive sur Dean Letourneau, je trouve que c'est quand même une bonne chose qu'en ce moment il accepte d'avoir l'air fou puis de pratiquer des choses que quand il fait, il y a, tu sais, le contrôle de rondelle, là, si tu contrôlais comme ça, il y a plein de joueurs que je pense qui prendraient la décision de mettre ça un peu, tu sais, je veux être off the puck, je veux moins toucher la rondelle possible. Ouais, c'est ça. Je pense que tu sais, il y a eu plein d'autres joueurs tu sais, qu'on pourrait parler là. Il y a un autre joueur sélectionné par Boston, André Gasso, un joueur un peu plus caché, qui est un beau projet, qui va jouer dans la AHL. Puis bon, on verra ce qui s'en vient. C'est un centre de 6 pieds 4, si je me trompe pas. Il commençait les matchs avec Perrault et Leonard, et Mhm, après il était c'était le Higgins fun. qui venait prendre. C'était le fun, mais tu sais, j'ai rien de plus grand à dire là. Je veux dire. Je pense que les tournois et Gasso ne participeront jamais aux quatre nations. Et c'est comme ça que je fais la transition vers notre semaine qui a peut-être été en fait le meilleur scénario. Là. Tu sais, je pense que comme beaucoup de gens, on avait une crainte que ce tournoi-là soit peut-être pas pris au sérieux. Tu sais, on voyait Quinn Hughes qui se mettait sur le côté à cause de sa blessure. On voyait Pietrangelo qui avait refusé de jouer parce qu'il y avait une petite blessure. Et il y avait plein de petits cas comme ça qu'on se disait, tu sais, est-ce que Mhm. les joueurs vont vraiment se donner? Puis bon, Ouais, ils se sont donnés, ouais. vraiment très, très, très agréablement surpris. Je veux dire, dès le premier match, c'est parti en furie. On a vu des rivalités, tu sais, Finlande-Suède, il y a eu un gros match, puis les deux matchs Canada-États-Unis. Je veux dire, moi, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai vraiment plus regardé ce hockey-là comme un fan, juste de hockey, sans trop analyser, sans trop, tu sais, c'est pas ça le but de notre podcast, là, mais juste, je pense que c'est important de revenir parce qu'au final, tout ce qu'on fait comme scouting et comme analyse de joueurs, c'est pour un jour qui se ramasse dans ce genre de tournoi-là ou qui se ramasse dans l'élite. Puis je pense Mhm. que, tu sais, c'est un peu c'est un peu comment dire, tu sais, c'est le top du top. Quand tu es un fan de hockey, voir les meilleurs contre les meilleurs jouer, c'est comme le plus beau cadeau que tu peux nous faire. Tu sais, puis c'est juste, je trouve juste que moi, on dirait que ça m'a juste frustré énormément qu'on n'ait pas eu depuis 2016, parce qu'il y avait eu le Ouais. championnat du monde, qu'on n'ait pas eu accès à McKinnon, Crosby, McDavid plus que ça. Je suis vraiment énormément déçu. Puis, tu sais, j'avais vu l'autre fois une liste de joueurs qui ont comme été qui étaient comme dans leur prime pendant qu'il n'y avait plus Ouais. de compétition internationale. Puis, c'est un peu triste de se dire comment on n'aura jamais vu ces gars-là jouer pour leur équipe alors qu'ils étaient au top de leur forme. Puis, tu sais, en tout cas, moi, j'ai pas tant de choses à rajouter, juste du fait que, tu sais, c'est sûr que c'est le fun que ça finit par le Canada qui gagne. Tu sais, c'était pas juste, on va le dire, là, c'était pas juste du hockey, là. Il y avait un côté politique. Puis moi, je vais y aller avec un take, là, mais les gens qui disent qu'il faut laisser la politique hors du sport, je suis complètement pas d'accord avec votre point. Moi, je pense que comme la culture, comme l'art en général, la politique rentre dedans. Je veux dire, au final, à la base, là, mettons, ce soir, c'est Canadien qui joue contre Caroline, ben, c'est Montréal contre Caroline. Je veux dire, juste là, il y a comme une sorte de politique géolocalisée, géolocale. Tu sais, juste dans le sens que, tu sais, de base, c'est comme, on met deux villes ensemble, puis avant, bon, il y avait plus de Québécois à Montréal, puis c'était plus comme les French Canadians. Mais tu sais, il y a toujours un côté politique, il y a tellement de monde qui regarde ça, c'est tellement une manière facile de promouvoir, je pense, tu sais, juste de promouvoir, bon, avant, il y avait End Racism, tu sais, c'est juste une manière de promouvoir des messages, de faire passer les messages, les joueurs ont une voix, au hockey, c'est peut-être plus rare, là, mais dans d'autres sports, les joueurs vont souvent se prononcer sur des événements politiques et autres. Puis je pense que cette semaine-là, on a comme vu que la politique dans le sport, c'est un peu, ça va ensemble. Là, tu sais,
à un moment donné, je veux dire, surtout avec ce qui se passe en ce moment, tu peux pas t'attendre à ce qu'un match États-Unis-Canada en février 2025, il n'y ait pas une confrontation à l'extérieur de la glace. Je veux dire, ça serait complètement décevant. Ça enlèverait plein de couleurs. Puis je pense que pour la continuation aussi, il faut juste prendre en compte. En tout cas, moi, je serais intéressé d'entendre vos commentaires, mais selon moi, la politique a un rapport dans le sport parce que ça atteint tellement de gens. Puis j'ai pas eu encore les codes d'écoute totales pour la finale du 4 Nations, mais juste ESPN, c'était comme 9 millions. Puis je pense que j'ai vu un autre diffuseur américain qui lui aussi, c'était comme dans les 6 millions. Donc, il y a eu énormément de monde qui ont regardé. Puis tu sais, je vais te laisser Renaud en parler, mais pendant ce temps-là, tu avais la NBA qui faisait jouer Leangelo avec sa toune de rap. Là, j'ai oublié c'est quoi la toune, là. J'allais Mais c'est. Stirred Up, là. Je sais pas c'est Ouais. quoi, là, mais. Mais non, mais niveau de la NBA, c'était même pas. Tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, là, la NHL aurait pu décider de faire un show de L'Angelo, eux aussi en plein milieu du show, tu sais, de l'événement de 4 Nations, puis tu sais, ça aurait rien changé, c'est pas grave. Mais c'est C'est juste ça vraiment. qu'on se rappelle. C'est vraiment juste de, tu sais, prendre pour une fois dans l'histoire du sport nord-américain, là, tu sais, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on est arrivé à un événement de All-Star Break puis que les joueurs disent ouais, je suis content d'être là puis de pas être en vacances. Tu sais, C'est on est mon match le arrivé plus important de la carrière. ouais, de la vie puis des joueurs qui sont complètement dévastés d'avoir pas pu jouer à ce match-là. Tu sais, je me souviens plus c'était qui Morrissey. Morrissey qui parlait ce matin de comment Ah est-ce que ça ouais, avait ouais. été une décision déchirante pour lui, mais qui avait l'impression, tu sais, ça a été comme tout un débat moral, alors que, tu sais, avant le début du tournoi, on se demandait, hey, est-ce qu'ils vont jouer pour vrai, tu sais, est-ce que ça va être comme un All-Star Game, mais déguisé avec les pays. Puis, tu sais, je pense que ça va vraiment donner un coup. Parce que c'est ça, tu parlais des codes d'écoute, mais ça a été le match de hockey, c'est quoi, plus écouté que certaines finales de la Coupe Stanley, là. Tu sais, les codes d'écoute Ah ouais. étaient ridicules, là. Tu sais, je pense que finalement, tu sais, Ben, ça je va veux dire, j'ai donner. vu du monde sur mon timeline tweeter du hockey alors que c'est des gens dans des milieux de travail qui n'ont Ouais, c'est aucun ça. rapport, là, tu sais. Puis je veux Oh, dire, voir des bien. politiciens, puis tu sais, en tout cas, Oh, bien juste, tu sais, moi, je travaille dans une école primaire, puis, tu sais, tu parles à n'importe quel enfant dans la cour, t'en parlais cette journée-là, là, tu sais, ça dépend, c'est pas juste ouais, ceux de sixième année, tu sais, ah, qui sont en première j'imagine. année ou sixième année, tout le monde en parle, en parle, en parle, fait que c'est vraiment un coup réussi, puis je pense que tu sais, ça va, j'espère que ça va vraiment donner le tone pour les prochains événements, que ce soit LNH ou bien tout autre sport, parce que tu sais, c'est ça, un peu comme tu as dit, moi, ton comparaison que je trouvais intéressante, c'était juste au niveau du show, là. Pas juste code d'écoute, pas juste côté business, mais tu sais, de comme, je m'assois sur mon sofa, puis est-ce que je passe un bon 3 heures ou un long 3 heures? Il y avait la LNH en ce moment, puis la NBA qui se passait en même temps, leur All-Star Game, où, tu sais, même le truc le plus le fun qui s'est passé dans leur All-Star Game, c'était, il y a deux joueurs des Spurs, Wembanyama puis Chris Paul, qui ont essayé de tricher à un jeu, puis la NBA, qu'est-ce qu'ils ont Ouais, fait? ouais, ouais. Ils les ont disqualifiés. Tu sais, le seul truc, c'est le truc le plus intéressant qui se passe de ta fin de semaine. Toi, tu les disqualifies. Come on, quelle honte. Genre, tu sais, c'est ridicule. Ils ont Je été pense que disqualifiés finalement. ils l'ont J'avais juste disqualifié vu de l'épreuve, ouais. j'avais Puis, juste vu le clip où est-ce qu'ils lancent les ballons, là. ouais, c'est ça. Puis les joueurs aussi, ils finissent la All-Star Game, puis à la fin, ils sont comment, est-ce que tu es déçu d'avoir perdu? Ils répondent en interview, ben non, on s'en fout, c'est juste un match de All-Star. Même avoir été un fan Ils de veulent pas se NBA blesser. cette fin de semaine-là, je pense que j'aurais regardé le hockey pareil, tu sais. C'est à ce point-là que c'est bon. Tu sais, si t'avais eu le choix cette fin de semaine, tu sais, nous qui sommes énormément fans de hockey, puis tu sais, un peu fans de basket, si on avait eu le choix entre regarder un All-Star Game de la LNH format traditionnel, une journée Ouais, skills, ouais, ouais. versus une journée tu sais, de match plate, versus regarder un tournoi international de basketball où les joueurs se donnent à fond, je pense que j'aurais pris l'option basketball n'importe quand, là. Fait que j'espère que justement ce dilemme-là, que ça soit arrivé en même temps pour qu'on puisse comparer les codes d'écoute. Parce que tu sais, d'habitude, le basketball, c'est beaucoup plus gros que le hockey, là. Tu compares la finale de la NBA à la finale de la NHL, c'est ridicule à quel point la NBA Ah get oui. des codes énormes. Fait que tu sais que justement, des événements qui sont supposés être comparables, le hockey bat la NBA par je sais pas trop combien de fois, là, mais tu sais, fois 10. Euh, J'espère que ça va donner un coup de pied dans les fesses pour qu'on voit des meilleurs événements de la LNH, que la LNH continue avec le vent dans les voiles, puis que l'année prochaine, ils vont pas pouvoir faire un autre tournoi international, mais que justement, on arrive avec un nouveau concept
qui est juste pas un match d'All-Star Game, puis que ça mette aussi ça, un peu la pression dans les fesses des autres équipes de sport. Là. C'est beau, là, Ouais. NBA All-Star Game, MLB All-Star Game, on l'a vu, là. On a fait le Aussi tour vos des matchs Chiefs. étoiles. On n'en veut plus. On veut, tu sais, juste tu regardes juste les ligues plus titres, là, tu sais, toutes Même les du ligues Pro juniors. Bowl, là. Ouais, Pro Bowl, les ligues juniors aussi. En CHL, il y a des ligues qui avaient essayé de faire des All-Star Games. Les fans s'en foutent. Si tu mets CHL Prospect contre Team de développement États-Unis, là, Ouais. tu as un match. Là, les joueurs veulent se prouver. Mais Puis pas là, cette tu sais, année. Pas cette année ben, parce que le développement américain est vraiment. cette année, le match était pas serré. Mais Caleb Desnoyers a commencé un des matchs en se prenant une espèce de coup d'en face. Genre, tu sais, les gars étaient là quand même pour jouer. C'est juste Ouais, ça que jouait. lui, c'était pas juste. Là. C'était pas Ouais, juste de non. mettre tous ces joueurs-là. C'était pas le même niveau. Mais, tu sais, c'était quand même le fun. Ça reste que c'était un peu Canada contre États-Unis. Puis, tu sais, il y a des gars des États-Unis qui étaient là pour frapper le Canada à la Game 2. Puis, tu sais, ça a été serré. Puis, ça a été du vrai. Ok, on a vu, admettons, je prends, tu sais, Caleb parce que c'est son nom qu'on a dit. On a vu Caleb Desnoyers dans un contexte de vrai match de hockey où tu peux vraiment analyser le joueur qu'il est. Là. Contre des, ouais. Mais tu sais, je pense que s'il y avait eu Waxy Wang, je pense que ça aurait peut-être été différent, Ouais. mais peut-être un peu Il aurait moins dû le mettre penché aux d'un quatre bord, mais nations là. lui aussi, là, quand t'as des talents Ouais, comme ouais, ça. Là. Waxy Wang. Ouais, ouais. Surtout Mais quand ça fait sinon, 2 ans qu'il a commencé à jouer au hockey. Mais non, mais c'est ça. Sinon, je veux dire, regarde, ça augure juste bien pour les prochaines années. Euh, moi, je trouve ça drôle que tu sais, t'as les deux Kachuk qui sont comme mis sur le côté après parce qu'ils se sont comme trop donnés. Est-ce que ça va avoir des répercussions sur le niveau d'impact l'année prochaine? Mais je pense que ça serait juste d'être un Grinch là, de faire ouais, là, l'année prochaine, ils vont pas y aller à fond. Hey, ces gars-là, ils vont y aller encore plus à fond l'année ouais. prochaine. Là. Inquiète-toi pas. Euh, Tiens, pour mais finir ah, ouais, là-dessus, c'est parfait. yeah, c'est Mais tu ça. veux-tu vraiment qu'il soit le nouveau Letourneau? Ouais, Faut que ce parce soit que en ton tout cas, nouveau Ryan Leonard, là. mais bon, sur ça, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. On se revoit dans 2 semaines. On va essayer de là, je sais pas c'est quoi tes plans, Renaud, mais moi, il me semble qu'on tu sais, on voulait commencer à faire un peu plus de contenu pour les espoirs. Vous pouvez regarder sur notre chaîne Dans le Mille. J'ai sorti une analyse de Philippe Veilleux, l'attaquant de l'heure dans la LHMQ, puis même de l'heure, je dirais même de l'avant-midi, ou en fait de l'après-midi, dans le sens que ça fait longtemps là, qu'il commence à Ouais. être au top. Euh, Sinon, je voulais dire thanks you, everybody. Et là, je niaise évidemment, mais Ouais, puis écoute, pour finir, c'est t'as ça. dit à dans 2 semaines, mais peut-être un petit peu plus tôt, je profite encore, là, c'est genre le 6e commentaire de Briser la glace qu'on monte, mais je veux juste rappeler qu'il y a un épisode qui arrive sur sa chaîne, je sais pas s'il va être là Oui, avant le prochain 2 semaines, mais Briser la glace, on se revoit peut-être avant 2 semaines sur sa chaîne, puis sinon, ça sera, écoute, dans 2 semaines, c'est pas plus grave que ça, je puis on se revoit pour pense. des analyses, mais sur ce, bonne soirée tout le monde, bonne nuit, on vous laisse aller dormir, vous reposer, bonne semaine à tous. Il est tard. Il est tard, c'est fait.